me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Je suis même flegmatique et aujourd'hui nous allons vous parler d'un duo de cinéastes qu'on aime beaucoup, les frères Coen. Pourquoi ? Puisque le 3 avril 2024 est sorti Drive Away Dolls, le deuxième film réalisé en solo par Ethan Coen, un des deux frères, et on va revenir ensemble sur bien leur filmographie, leur style et bien un petit peu leur patte et voir comment ils ont émulé un peu dans l'ensemble de la pop culture. Et pour en parler avec moi, j'ai bien sûr Menro. Bonjour Menro. Bonjour à toutes et tous, toujours un plaisir d'être avec vous réunis et d'aborder aujourd'hui une filmographie particulièrement intéressante et atypique du cinéma américain, donc voilà. Ouais, on a de quoi faire, hein. Il y a 18 films réalisés ensemble, voilà, ils en ont fait un de plus chacun en solo, donc le deuxième pour Ethan, on l'a dit. C'est costaud, on va pas revenir sur chaque film indépendamment, mais rassurez-vous, on a prévu des petites thématiques pour regrouper tout ça. Et avec nous également Otaxou, bonjour. Je vais prendre un russe blanc s'il te plaît pour pouvoir faire ce podcast dans les meilleures conditions. Oui, c'est tout à fait à propos, c'est fort gentil à toi. D'ailleurs, tu fais gaffe, t'as laissé traîner ta boule de bowling à côté. Et il nous fallait un invité évidemment pour évoquer ces cinéastes un petit peu quand même emblématiques d'un certain cinéma américain autour avant et après les années 2000. Et nous avons bien évidemment The Goat, Gauthier Jurgensen. Bonjour, bienvenue. Salut, merci beaucoup de m'inviter. Au fait, à chaque fois qu'on parle de cinéastes qui me sont très très chers, voilà, je pop-up, je suis de retour. Exactement, on pense à toi. Tu étais avec nous pour parler de David Fincher notamment, Exactement. pour parler d'Indiana Jones. Voilà, tu es notre caution cinéma américain, on va dire. Et ben, je suis ravi. Là, j'ai vraiment parlé des frères Coen. En plus, j'ai eu une petite mésaventure il y a 6 mois autour des frères Coen qui m'a fait avoir beaucoup de useless knowledge, c'est-à-dire de savoir que j'ai emmagasiné sur eux dans un coin de ma tête et que j'ai pas pu réutiliser. Donc, c'est une occasion sans pareil. C'est quand ils t'ont piqué ta meuf, c'est ça, cette sombre histoire. Oui, effectivement, voilà, Drive Away Dolls, prochain film qui sort, alors qu'ils n'ont pas réalisé en commun, mais tout de même, ça nous fait un petit prétexte pour en parler. 18 films ensemble, on l'a dit, c'est conséquent. Leur carrière commence quand même en 1984 s'étale jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il y a eu, on va dire, différentes périodes, différents styles aussi, hein. C'est des cinéastes qui sont à la fois du côté de l'absurde un petit peu, du côté de la comédie. Il y a aussi pas mal de thrillers. Enfin, ils cultivent quand même un petit peu les deux facettes d'une même pièce, si vous me permettez l'image. C'est aussi des cinéastes qui sont un petit peu entre un certain cinéma de festival et un cinéma populaire via certains films qui sont devenus pour certains quand même des gros films cultes, hein. On va revenir plus largement sur certains qui ont quand même bien marqué leur époque. Ils en ont plus ou moins un par décennie en tout cas. Enfin voilà, c'est quand même des cinéastes qui ont traversé un petit peu les époques, un peu moins productifs et un peu moins visibles depuis quand même pas loin d'une dizaine d'années, hein. Ça va un petit peu avec l'évolution d'un certain cinéma également. On l'a dit, alors palmarès, il y a quand même 2 palmes d'or pour Barton Fink en 91 et pour Fargo en 96. Non, c'est pas une palme d'or, Fargo, c'est un prix c'est un prix de la mise en scène, pardon. C'est un prix de la mise en scène, ils ont 3 prix de la mise en scène. Ils ont eu le premier pour Barton Fink. Barton Fink qui a accumulé trop de prix à Cannes, ça a amené le festival à changer sa politique. Parce que c'était Roman Polanski qui était président du jury. Il a tellement kiffé le film qu'il a filé un prix d'interprétation à John Turturro pour le premier rôle. Il a filé un prix de la mise en scène pour le film et il a filé la Palme d'Or carrément à Barton Fink. Et à partir de là, on s'est dit bon, il faudrait étaler un petit peu plus le palmarès parce que un film peut pas remporter 3 prix, c'est pas possible. Il faut distribuer un peu mieux ces prix. Et ils ont eu donc à nouveau le prix de la mise en scène pour Fargo, effectivement, et ils ont eu le prix de la mise en scène pour The Barber en 2001. Voilà. Plus un Oscar du meilleur film et de meilleur réalisateur pour No Country for Old Men. Donc voilà, c'est quand même des cinéastes primés, mais qui ont marqué quand même une certaine empreinte au-delà juste de l'Académie.
En plus de ça, ils ont quand même la main mise sur la plupart de leurs projets, on l'a dit. Alors, ils réalisent à deux, plus ou moins. Il y a une question de crédit. Au départ, c'était plutôt Joël, le grand frère, qui était crédité en tant que réalisateur. Puis, à partir de 2003-2004, les deux ont fini par partager ce crédit. La même chose pour le scénario, où ils sont, on sait, à l'écriture plus ou moins tous les deux. Ils sont aussi à la production, ils sont aussi en montage. Enfin voilà, c'est des cinéastes qui travaillent leurs projets d'un bout à bout, des sortes de petits génies d'Hollywood qui ont émergé début des années 80, que moi j'associe un petit peu, Gauthier, tu vas me dire si je me trompe, mais à une certaine vague du cinéma américain plus ou moins indépendant des années 90. Il y a eu Tarantino, il y a eu Wes Anderson, qui revient un petit peu plus tard, Paul Thomas Anderson, Soderbergh. Enfin, ça fait partie un petit peu de cette mouvance-là, d'un certain renouveau, je sais pas, mais de nouvelle génération de cinéastes américains. Ouais, il y a ça, c'est vrai, c'est totalement cette époque-là. Puis il y a aussi un cas de figure un petit peu unique avec les frères Cohen que j'aime beaucoup, c'est que avant Blood Simple, qui est leur premier film en 84, en fait avant il y a rien. Il n'y a pas de court-métrage, il n'y a pas de, il y a pas vraiment. Enfin, Joel Cohen, il a fait des études de réalisateur au Texas, mais Ethan Cohen, il a plutôt fait des études de philosophie et il se prédisposait pas, si tu veux, c'est des gens qui viennent du Minnesota, il me semble. C'est pas du tout des enfants de la balle, c'est pas des gens qui viennent de ce milieu-là du tout. Et ils arrivent, ils déboulent en trombe comme ça avec Blood Simple, qui est leur premier film et qui se fait repérer à Sundance et qui marche. Qui a beaucoup d'écho pour un premier film de deux mecs qui sortent d'absolument nulle part et qui n'ont aucune expérience, quoi. Donc c'est presque un cas d'école, les frères Cohen. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de comment ils ont fait pour financer Blood Simple, mais c'est une anecdote qui est tellement charmante qu'on croirait que c'est un film des frères Cohen à elle toute seule. Tu vas nous la dire. Ouais, en fait, ils étaient copains avec Sam Raimi, qui était tout auréolé du succès de Evil Dead et qui commençait sa carrière, et eux-mêmes avaient très envie de faire un premier long métrage, mais ils savaient pas très bien comment se débrouiller parce qu'ils n'avaient pas de financement, ils avaient rien, ils n'avaient pas de soutien. Et donc Sam Raimi leur a filé un tuyau, il leur a dit, au lieu d'essayer de tourner votre long métrage avec un budget colossal, vous emmerdez pas, faites une bande-annonce de votre long métrage, tournez juste la bande-annonce. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont tourné la bande-annonce de Blood Simple, avec Bruce Campbell d'ailleurs dans le premier rôle, dans la fausse bande-annonce qu'ils avaient tournée. Donc un des potes de Sam Raimi, voilà, l'acteur fétiche de Sam Raimi. Qui fait des caméos dans tous ces trucs. Et avec leur bande-annonce, ils sont allés faire croire à des investisseurs qu'ils avaient déjà tourné le film, que le film était déjà là et qu'ils voulaient juste de l'argent pour le distribuer, au fait, quoi. Et donc ils ont réussi à lever presque $1 million, il me semble. Ils ont réussi à lever $750 000, un truc comme ça. Et avec l'argent qu'ils ont récolté pour soi-disant distribuer le film, ils ont simplement fait leur film de A à Z. Et ensuite, ils sont allés l'envoyer à des festivals. Et puis, il a été repéré à Sundance. Et voilà, donc c'est une magouille vraiment digne des personnages des frères Cohen. Je respecte mais tellement ce niveau de touillance. Et en même temps, bon bah oui, Sam Raimi, c'était le mec qui a réussi à faire Evil Dead avec littéralement 3 bouts de ficelle, donc c'était un bon mec à avoir de son côté. Et déjà dès Blood Simple, on a la collaboration avec Frances McDormand qui va durer quasiment toute leur carrière. C'est aussi ça, les frères Cohen, c'est un cinéma de copains, de personnages, d'acteurs récurrents. On va aussi y revenir. Et avant ça, je vais vous poser la question rituelle de cette émission, savoir quel est votre rapport, vous, avec le cinéma des frères Cohen, par où vous avez commencé, et éventuellement un certain top, peut-être des films que vous aimez moins aussi, parce que c'est une filmographie qui est tellement dense et qui part tellement dans tous les sens que peut y avoir du bon et du moins bon. Je vais commencer peut-être avec Otaksu. Moi le rapport est assez simple, parce qu'en fait j'ai pas autant creusé que vous, les frères Cohen. Disons que c'est l'image de réalisateur qui se respecte incroyablement, hein. Mais c'est énormément de temps que de rattraper l'intégralité de toute leur production. Surtout qu'il y a des trucs qui sont pas forcément toujours accessibles. Si on parle vraiment de plateforme, pour le coup, c'est pas des cinéastes qu'il faut vendre sur les plateformes, donc faut se les procurer, faut faire un vrai effort là-dessus, quoi. Et même au-delà de ça, en fait, j'irais sur le côté, le bouche à oreille. C'est-à-dire que quand on parle de films de frères Cohen, t'as généralement 2-3 qui ressortent juste tout le monde, même les mecs qui sont pas forcément portés film, te diront c'est des absolues légendes, tu dois les mater. Et après, quand tu pars au-delà, c'est toujours mi-figue, mi-molette, et du coup tu sais pas exactement où creuser, lesquels il faut vraiment voir ou pas. Donc moi j'avoue que je me suis pas particulièrement intéressé au-delà de 3-4, hein. J'ai vu les Big Lebowski, Fargo, les Burn After Reading.
Mais il faut avouer, du peu que j'ai vu, Fargo et Big Lebowski m'ont laissé un souvenir impérissable en fait, avant même de parler de la série Fargo, qui est très sympa aussi, mais qui n'était pas dirigée directement par les deux frères. The Big Lebowski, pour simplement, juste, il y a une citation toutes les 2 minutes dans ce film. C'est un répertoire à mèmes, quoi. C'est avant que les mèmes existent. Enfin, je veux dire, nobody fucks with the Jesus. Tu vois, genre, j'ai pas connu, depuis que j'ai vu ce film, je crois que je le cite au moins une fois par semaine en fait. Il y a juste pas de feinte, quoi, de do the bites. Mais du coup, pour moi, il y a ces deux facettes. Il y a The Big Lebowski qui je sais pas, c'est un trip sous LSD impossible, tu vois. Et il y a Fargo où je l'ai regardé parce que sous l'égide et les conseils des gens du film, du milieu, quoi. Genre, il faut absolument que tu le vois, il est impeccable, etc. Puis je l'ai regardé, genre, ah oui, il est impeccable en fait. Ça fait partie de ces rares films que je considère comme des films parfaits en fait. Il n'y a pas un morceau de gras, il n'y a pas un truc que j'enlèverais. Je trouve la scéno fantastique. Donc voilà, mais entre les deux, il y a un Burn After Reading qui était le moment où justement je voulais creuser un petit peu plus la filmo des deux, où je l'ai regardé, j'ai ri, je m'en souviens plus du tout, mais absolument pas. Ce qui pour moi n'est finalement pas vraiment ce que j'ai envie de garder des frères Cohen. Donc du coup je me suis arrêté plus ou moins à Fargo et The Big Lebowski, quoi. Qui sont des films sur lesquels on va revenir un petit peu plus longuement dans le podcast. C'est vraiment des marqueurs dans leur filmo, c'est des marqueurs aussi de leur époque, de leur style, tout simplement. Gauthier, de ton côté, le rapport au cinéma des frères Cohen? Moi, je pense que j'ai commencé. Je regardais la liste qu'on a la chance d'avoir sous les yeux là, de leur filmographie. Je pense que j'ai commencé avec The Big Lebowski aussi, que j'ai découvert au cinéma. Moi, je suis comme Otax, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très évident avec The Big Lebowski. C'est un peu comme La Cité de la Peur. Je veux dire, tu peux y revenir indéfiniment, tu peux creuser de plus en plus. Et puis, au-delà du truc sympa, de la gaudriole, du truc qui fait rire et tout ça, tu peux aussi aller creuser dans l'histoire du cinéma et découvrir qu'au fait c'est un remake plus ou moins de The Big Sleep, du Grand Sommeil de Howard Hawks, et que tout ça est inspiré de la littérature hard-boiled qu'ils aiment tous les deux énormément. Donc tu peux le prendre vraiment comme une farce et en tirer les meilleures répliques de tous les temps et creuser dans ce sens-là. Tu peux aussi le prendre comme vraiment une sorte d'hommage à l'histoire du cinéma. Tout ça se passe à Los Angeles, évidemment. Donc c'est un puissant fond, The Big Lebowski. Je me souviens que c'était un choc pas immédiat. Je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais tout seul, j'avais 14 ans et je me disais, je viens de voir un truc bizarre, je sais pas si j'ai aimé ça ou pas, mais je sais que je vais y revenir. Et puis ensuite, je pense que l'autre choc de leur filmographie, ça a été No Country for Old Men pour moi. Je l'ai découvert plus tard, au début de ma carrière professionnelle, et je me souviens qu'en le découvrant à la fin du film, je me souviens très précisément m'être dit, là, je viens de voir l'un des films les plus irréprochables que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un truc, ça m'arrive rarement de dire ça, c'est un immédiat 10 sur 10. J'ai rien à reprocher à ce film. À chaque fois que la caméra est posée quelque part, elle est au juste endroit, pas à 1 centimètre à droite, pas 1 centimètre à gauche. C'est parfait, c'est une narration savoureuse. Tous les choix sont d'une précision millimétrique. Les dialogues sont écrits. Enfin, c'est pas possible. C'est une merveille, ce film-là. Donc voilà, ça a été probablement les 2 films qui m'ont fait me dire, je crois que c'est des très très grands cinéastes qui vont compter pour moi et qu'il faut que je découvre toute leur filmographie. Et maintenant, je l'ai bien poncé, leur filmo. Ouais. Moi, je pense que c'est avec No Country for Old Men aussi, pour rebondir sur ce que tu disais. Je crois que c'est le premier qui est arrivé, puisque quand je vois la date de sortie, je me dis que j'ai dû le voir sur Canal, sûrement à l'époque, pas longtemps après sa sortie, justement. Et avoir pris une claque à, c'est ça, 15-16 ans, quelque chose comme ça, et d'avoir, de découvrir un espèce de morceau, quoi, vraiment le thriller, vraiment ancré dans une certaine Amérique, avec des paysages assez fous et directement des personnages qui ressortent du lot. Enfin, c'est la naissance de Javier Bardem, mais c'est en tout cas pour le grand public, mais c'est et de Mireille Mathieu. Quelle coupe de cheveux incroyable. Et derrière, je pense que c'est un petit peu via ça que j'ai essaimé un peu partout et que j'ai poncé
l'étagère dans la médiathèque du coin, quoi, où j'ai tout fini par récupérer les DVD à droite à gauche de Fargo, Big Lebowski, O Brother, The Barber, Barton Fink, et que à partir de True Grit, enfin du coup il y en a 3 à partir de True Grit que j'ai vu au cinéma, et le reste je crois que c'était en 2014. Je me suis dit vas-y, j'ai des manquements, des trous dans leur filmo, et je me suis mis à récupérer un peu ce qui me manquait. Il y a des choses auxquelles je suis un peu moins client, on va en reparler, peut-être le côté un peu humour absurde ou un peu potache, ou quand c'est poussé un petit peu trop loin, genre Lady Killer ou Le Grand Saut, où je suis moins client. Après, c'est vraiment pas des films majeurs de leur filmographie, quoi. J'ai tout vu en fait de ce qu'ils ont fait ensemble. Il y a juste les deux films qu'ils ont fait en solo, Macbeth pour Joël qui est sur Apple TV, et le docu sur Jerry Lee Lewis de Ethan, dont je n'ignorais l'existence avant l'ai pas vu non même plus. là aujourd'hui, Ouais. et je sais même pas où il se trouve. Enfin, c'est très très confidentiel comme truc, quoi, mais à part ça, ouais, j'ai tout vu, et globalement c'est vraiment des gens auxquels j'apprécie le style, alors qu'ils font des choses qui sont très très différentes, parfois d'un film à l'autre, et parfois même qui suivent directement dans leur filmo. Menro, de ton côté. Bah forcément, il y a une différence d'âge, donc moi j'ai un prisme un peu différent. Je me souviens de m'endormir sur Arizona Junior, sur le dernier passage Canal, et de jamais avoir revu ce film. Je me souviens de Fargo, encore une fois, pas au cinéma, mais sur Canal+, puisque je fais partie des privilégiés dont les parents ont eu Canal+, très vite, dès les débuts des années 80. Et j'ai une petite anecdote elle est sur The Big Lebowski. C'est que je suis en week-end, c'est mon grand frère qui me garde, entre guillemets, et je dois avoir 16-17 ans, même pas un truc comme ça. Et il me dit, bah vas-y, on va au cinéma. Et moi, je veux voir Vampire de Carpenter. Énorme. Énorme. Très, que très j'ai bon vu choix. en temps. Et il n'y a plus de place. On s'y est pris comme des culs, évidemment. On arrive en retard. C'était cette période-là où John Carpenter remplissait les cinémas, quoi. Ça n'a pas dû lui arriver beaucoup, hein. Et il n'y a plus de place. Et donc, du coup, mon frère me dit, tiens, bah, vas-y, on va aller voir The Big Lebowski, tu vas voir, c'est marrant et tout. Et moi, j'ai fait, mais c'est en VO ton truc et tout. À l'époque, je ne regardais pas mes films en VO. Et je refuse, et je fais la gueule. Donc pendant toutes les bandes annonces, je fais la gueule et tout. Je suis vraiment un petit con et tout ça. T'es un nihiliste. Je suis un nihiliste. et là, il y a ce début de film avec la voix off je ne sais plus le nom de l'acteur, de cette voix Sam Elliott. Sam Elliott gutturale, de cette voix de cow-boy hyper grave et un peu sexy, un peu comme ça, et qui raconte l'histoire de ce gars. Et là, il y a ce plan de Jeff Bridges en robe de chambre et en tongs, avec des lunettes de soleil de nuit dans un supermarché, et qui ouvre une bouteille de lait et qui s'en fout partout dessus. Et là, je me dis, je ne vais pas tenir de faire la gueule. Je vais devoir me mettre à rire et à arrêter d'être un connard. Voilà. Et j'ai cette libération du rire m'a fait un bien fou, et j'ai adoré ce film. Seconde 1, c'est iconoclaste et complètement barré en même temps. En même temps, c'est normal. Le grand frère qui m'amène voir ça, c'est celui qui m'a fait découvrir Les Nuls. Et donc, il y a quelque chose aussi, parce que Les Nuls sont très référencés dans le cinéma américain, alors pas celui-là forcément, mais il y a quelque chose de l'absurde et du situationnel qui fait écho. Et donc je renoue même pas avec l'idée que c'est les mecs qui ont fait Fargo, j'en sais rien à l'époque. Et donc j'ai cette rencontre là, et puis après ça s'enchaîne avec O Brother, etc. Et donc je tombe amoureux de ce cinéma là aussi, même s'il y a des trucs que j'ai ratés, que j'ai pas vus et que j'aurais dû rattraper, comme The Barber, mais sinon j'en ai quand même vu la plupart et les essentiels, quoi. Ouais, il y a un petit peu de tout, et on va peut-être attaquer par le versant plutôt comédie, plutôt absurde. Ça fait la transition en plus avec ce que tu disais sur The Big Lebowski, parce que t'en as parlé aussi un petit peu, Gauthier. C'est quand même des cinéastes qui sont assez lettrés, on va dire. Enfin, c'est des intellos, quoi, grosso modo, hein. C'est pas pour rien non plus qu'ils plaisent à une certaine caste de cinéastes, ou qu'ils ont autant de succès dans les festivals. Mais malgré ça, ils ont toujours eu ce truc assez tôt pour une certaine Amérique un peu, je vais pas dire désœuvrée, mais un peu laissée pour compte, un peu l'Amérique des trous, quoi. Ouais, enfin ouais, c'est ça. Ils vont dans des états où pas grand monde ne va, raconter des histoires qui n'intéressent pas grand monde sur le papier, avec des mecs un petit peu paumés, des gens pas forcément toujours éduqués, etc. Des gueules Mais cassées. il y a toujours, ouais, alors aussi avec des looks impayables et tout. Mais il y a ce côté vraiment de magnifier un peu. Alors, pas forcément, ce sont pas tous non plus des idiots, il n'y a aucune condescendance là-dedans, mais il y a quand même cette
cet amour de l'humour un peu absurde, graveleux. Alors graveleux non, mais un peu slapstick. Mais en fait, je dirais pas des idiots ou des trucs comme ça, mais juste des gens terriblement normaux pour le lieu dans lequel ils sont. Du moins, je parle avec en tête The Big Lebowski, hein, mais quand tu regardes les personnages qu'il y a dans The Big Lebowski, alors évidemment, il y a l'humour apporté par l'ancien de guerre qui a pas vraiment fait la guerre et ses Shabbat, évidemment, il faut rien faire. Walter. Voilà, tu vois. Mais quand tu regardes le dude ou même les gars du bowling, bah, c'est juste en fait ce qu'il se passe dans un bowling de quartier où les mecs ont vraiment que ça à faire et le prennent extrêmement au sérieux, quoi. Je pense que, après je sais pas, mais en bon campagnard, je vais parler d'expérience. On connaît, Mais voilà, on connaît. On les connaît ces gars-là en fait, quoi. C'est pas comme si c'était des idiots du village ou des trucs comme ça, c'est juste le village est composé de ces gens-là en Tu fait. peux même le transposer bien en dehors des États-Unis pour le coup, quoi. Bah ouais, très largement, parce qu'en fait c'est juste cette idée dans un petit recoin du monde, il y a des gens qui prennent très au sérieux des trucs qui paraissent abscons quelque part, quoi. Mais non, on en connaît masse des gens comme ça, quoi. Il y a un truc sur les gens simples peut-être ou comme ça et des choses un petit peu archétypales ou caricaturales, mais moi ce qui me marque beaucoup c'est aussi ce côté-là il y a quand même un regard sur l'Amérique par ces deux cinéastes tout au long de leur filmographie. Il y a quand même vraiment quelque chose qui parle de différentes étapes fondatrices des États-Unis, que ce soit avec l'âge d'or d'Hollywood dans Ave César, que ce soit dans le western avec True Grit. Il y a toujours Lady Killers aussi, ce que ça raconte du sud des États-Unis. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui raconte quelque chose des États-Unis, de ses propres paradoxes, voilà. C'est manquement un peu. Ouais, voilà, il y a quand même quelque chose qui est toujours en sous-texte, un peu acide, un peu. Même si, bon, au Brother, on sait que c'est une adaptation aussi de l'Odyssée d'Homère, mais il y a quand même quelque chose derrière avec le Ku Klux Klan, avec le machin. Il y a toujours quelque chose qui le rattache à des moments forts. Voilà. En fait, c'est jamais gratuit pour se moquer de ces personnages-là et les pointer du doigt et s'en moquer. C'est jamais dans la moquerie, en fait. C'est toujours dans. Ils font partie d'un ensemble et c'est toujours des films qui ont une identité assez régionale, un peu à chaque fois, comme tu l'as dit. Ça se passe rarement deux fois dans le même coin. Mais je pense qu'il n'y a aucune volonté de se moquer de l'Amérique profonde. J'ai même plus, j'imagine, chez eux une volonté de la ramener en avant et de rappeler film après film que eux-mêmes viennent de là. Ouais. C'est pas du tout des gars de la haute, ce sont des intellos d'une certaine manière parce que ce sont des gens qui ont lu, ce sont des gens qui ont énormément regardé de films, mais ils sont juste d'une autre génération que la nôtre, mais ce qu'ils font est très très proche de ce qu'on fait sur le grand pop. Eux, ils ont simplement cultivé la pop culture de leur époque, c'est-à-dire que ils ont puisé dans la littérature hardboil ou dans la littérature true crime et tout ça pour faire leurs films. Et puis pour leur comédie, le versant comédie, c'est plutôt la comédie des années 30, un peu sophistiquée, c'est les comédies musicales de Busby Berkeley et tout ça. Il y a aussi, parce que je vous entendais parler d'amour de l'histoire américaine, c'est vrai que dans un deuxième temps de leur filmographie, il y a un intérêt singulier qui est porté à la musique américaine, de O Brother à Inside Llewyn Davis, et puis ce documentaire sur Jerry Lee Lewis que moi j'ai pas encore vu. En fait, à partir de Serious Man, qui est pas un film contemporain, c'est que des films d'époque entre guillemets. Enfin, à chaque fois, ça renvoie à un certain passé, quoi. En plus, il y a ça, c'est que 100%, donc Blood Simple, leur premier film, est quasiment peut-être même le seul film qui se passe au présent. Et qu'ils se rendent compte très très vite qu'il faut mieux mettre son film dans le passé pour une raison très simple, c'est que après ça vieillit mieux. Même si c'est le passé récent. Même si c'est le passé récent, bien sûr. No Country for Old Men qui sort en 2007, au fait l'action elle se passe en 1980 et le décalage temporel que tu instaures dans ton film dès le début permet à ton film de vieillir un peu mieux. On regarde jamais un film des frères Cohen en se disant qu'est-ce que c'est années 80 ou qu'est-ce que c'est années 90, tu vois. Même The Big Lebowski, dont on parle beaucoup depuis le début de l'émission, est un film qui sort en 98 mais qui parle de la première guerre en Irak, donc de 90-91. Tout au début de la décennie, ouais. C'est ça. Mais je le vois parce que c'est noté dans le runner, mais c'est un truc sur lequel j'allais rebondir, mais il y a quand même quelque chose qui est très marquant, c'est le côté un peu... T'as noté humour noir. Moi, c'est cette plume et cette écriture qui va aller essayer de chatouiller
vraiment dans des endroits, enfin, que ce soit dans des choses assez sérieuses comme dans Barton Fink, où c'est quand même très deep ce que ça raconte, mine de rien, ou dans des choses hyper légères, ou dans des personnages secondaires, comme le Jesus de John Turturro, de Lebowski, encore lui. Mais il y a quelque chose comme ça c'est pas de la caricature, c'est du vitriol quelque part, et pourtant il y a une dose d'humour, de saugrenu dans les situations où les choses s'enchaînent, l'absurde quelque part qui naît du quotidien. Le truc, tu te dis, c'est arrivé dans la vraie vie, tu fais non, même dans un film on n'y croirait pas, et ils ont ce cinéma un peu là de situations complètement fucked up en fait. Mais les observations que je fais de The Big Lebowski, je pense, se retrouvent, et je me tourne vers vous pour le valider, sur le reste de la filmographie. C'est que je trouve qu'ils ont un regard tendre sur les personnages qu'ils écrivent. Dans le sens où les personnages sont extrêmement approfondis, même quand ils paraissent un peu stupides, ils ont quand même de la profondeur. Et surtout, ils fonctionnent naturellement dans le récit. Mais la caméra va autant pointer du doigt effectivement l'absurde, le ridicule qu'il peut y avoir, que quelque part une tendresse. Pour prendre un exemple, encore une fois, The Big Lebowski, du personnage de Walter, tu vois d'un côté son côté fait la guerre machin, tu vois, sort en guerre immédiatement, la grande gueule, voilà. Et de l'autre, tu comprends aussi que c'est un cœur brisé, que avec sa femme ça s'est mal passé, etc., etc. Il n'y a jamais en fait cette volonté d'avoir un con au dîner, quoi, en fait. Dans les films ou même un mec qui est complètement tordu immédiatement. Dans Fargo, par exemple, l'histoire même, c'est quand même un pétage de câble qui tourne beaucoup trop mal au bout, quoi. Mais c'est un pétage de câble qu'on peut comprendre, parce que humainement, les fondations sont là. On n'y irait pas, parce qu'on n'est pas complètement pété du casque, mais on sait pourquoi, en fait. On connaît les motivations de tout le monde, que ce soit dans l'absurde ou dans le triste. Ou voilà, mais tu vois, ça me fait repenser on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement, mais dans Burn After Reading, le rôle de Brad Pitt, on dirait un labrador sur pattes. Enfin, c'est un gentil con, mais qu'est-ce qu'il est con, et il le joue avec une jubilation. C'est absolument génial. Et pourtant, le film raconte, c'est pas l'histoire de ce gars-là, ça raconte autre chose. Mais il y a un côté dans leur cinéma qui est très effectivement gloire aux losers. Parce que, et puis c'est très visible dans The Big Lebowski, puisque The Big Lebowski, on risque peut-être d'en reparler tout à l'heure, mais non, mais il fait partie de cette catégorie-là de films absurdes qu'on peut ranger dans les comédies complètement. Exactement. Pour pitcher le film très très rapidement, c'est quand même un nobody absolu. Bonne chance pour pitcher ça. Non, mais on va essayer de pitcher. On a pissé sur son tapis. D'accord. les 5 premières minutes du film, c'est un mec qui est un joueur de bowling, qui est au chômage, qui est un loser absolu, qui se balade en robe de chambre. Brillant. Et le truc, c'est qu'il va rencontrer, au détour d'une histoire débile, il va rencontrer son double en miroir. Where is the money? Il rencontre un mec qui s'appelle exactement comme lui, qui s'appelle Lebowski comme lui, qui porte le même prénom, mais qui est pas du tout un loser, qui est un multimilliardaire, qui vit dans un palace, qui est vieux alors que lui est plutôt jeune, qui est handicapé alors que lui il est pas du tout, et ce Lebowski là veut absolument porter son nom avant tout, c'est-à-dire que il est Jeffrey Lebowski, et il a beau être en fauteuil roulant, il en a rien à foutre. Être Jeffrey Lebowski, c'est important avant tout, alors que le loser, il veut même pas se faire appeler Jeffrey Lebowski, il dit qu'il s'appelle The Dude, c'est-à-dire le mec, quoi, enfin le mec lambda. Le gars. Et évidemment, celui qui est très riche porte l'Amérique de la réussite sur ses épaules en disant c'est la méritocratie, je suis un self-made man. Et tout ce qu'on va apprendre dans le film, c'est que au fait, les rapports sont complètement inversés. Celui qui a la tête sur les épaules, c'est plutôt le loser, et puis celui qui est plutôt ridicule, c'est celui qui se croit dominant le monde et tout ça. Alors après, évidemment, comme ça tombe dans une sorte de parodie de The Big Sleep, c'est une histoire qui est incompréhensible, aussi incompréhensible que The Big Sleep, mais
Mais voilà, ce miroir-là fonctionne très très bien et on comprend bien que le loser dont on se moque au début, à la fin, on s'en moque plus du tout, quoi. Il y a vraiment faire coïncider des histoires de personnages avec vraiment du comique de situation pure. Vas-y, tu te marres dans ta tête. Mais non, mais je me souviens des images du film qui viennent où quand il est au volant de sa bagnole, qui fume une clope et enfin une roulée et qui veut la balancer par la fenêtre, et il fait un geste. C'est un joint, il fume un joint. Et il veut la balancer par la fenêtre d'un geste un peu classe. Et en fait, la fenêtre est fermée, donc il se la reprend sur lui et il a un accident de bagnole à cause de ça, mais il roule à 20 à l'heure. Tout ça parce qu'il était en filature et qu'il se fait pas se faire. Et c'est l'accident le plus nul de l'histoire du cinéma. Mais il se passe rien. Juste la voiture, elle tape un truc. Il y a Enfin, Et c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est une mécanique qui revient souvent dans le film et qui est très importante. C'est bon, évidemment, c'est ce loser qui va mener l'enquête et faire figure de Humphrey Bogart dans ce Los Angeles des années 90. Et ce qu'il y a de marrant et de dérisoire, c'est que parfois il a des bonnes intuitions, ce loser quand même. Parfois il devient compétent. Genre la scène dont tu parles, il vient de repérer dans son rétroviseur qu'il y a une voiture qui le suit. Donc il commence à avoir une intuition de vrai enquêteur, si tu veux. Mais au détour de ce joint qu'il essaye d'envoyer par la fenêtre et qui lui retombe dessus et d'un coup c'est la panique, ça fout toute sa bonne intuition par terre, quoi. Dès qu'il a des coups de génie comme ça, immédiatement il va y avoir un truc qui va tout foutre par terre. Ou c'est les autres autour de lui, Walter qui pète un plomb et qui balance sa valise avec ses slips sales. Exactement. Ils ont pensé que c'est la rançon, par la fenêtre, et qui se barre comme ça. Enfin, c'est complètement, enfin, c'est voilà. Et Julianne Moore qui fait du triple saut à poil ou des visions elle Pour en peindre, parce que c'est une peintre féministe, donc ouais. Elle a des idées complètement arty, New Age et tout ça. Et une comédie musicale de ouf. Enfin voilà, c'est. Mais la beauté de ce film, c'est que ça se termine juste sur The Dude Abides et tu te rends compte de genre. Putain, mais le mec est 100 fois plus heureux que tous les personnages qu'on a vus sur 2 heures de film, en fait. Exactement. Ouais. Il a tout compris, quoi. Exactement. Puis alors moi j'avais fait un petit exercice de style, mais vraiment pour la forme, et qui est quand même intéressant, c'est que vous pouvez prendre la première minute de Blood Simple, la première minute de The Big Lebowski et la première minute de No Country for Old Men, et c'est à chaque fois la même première minute. C'est-à-dire qu'on commence sur des plans des grands espaces américains, Ouais, c'est ça. et puis il y a une voix off avec un accent texan très prononcé qui va venir vous raconter le début de l'histoire. Alors évidemment, dans The Big Lebowski, c'est parodique parce qu'au début, tu vois un fagot qui roule comme ça dans le désert, donc tu te dis, ah, c'est encore pareil, on va nous raconter un truc de western qui se passe un peu au Texas avec l'accent texan. Tout de suite, tu te ramènes à ça, et puis finalement, le fagot roule jusqu'à Los Angeles. Et puis là, tu te dis, ah, ok, donc ça n'a rien à voir. Les néons la nuit. Mais No Country for Old Men qui les ramène au Texas, c'est encore une fois la même scène d'ouverture, quoi. Donc ils ont vraiment un style, dès les premières minutes de leur premier film, tout est dit, quoi. Et tu l'as dit, ils vont chercher un petit peu partout dans leurs influences, et notamment il y a vraiment des côtés peut-être plutôt dans d'autres comédies, peut-être un peu moins connues. T'as cité Arizona Junior, je pense peut-être au Grand Saut, ou même un peu Lady Killers, quoi. Il y a vraiment un côté cartoon. On va chercher vraiment dans le Tex Avery avec du pur comique de situation, avec des mecs qui se font éjecter, avec des trucs qui se font éviter. Enfin, on n'est pas du tout dans une physique réelle ou quoi que ce soit, quoi. T'as des bébés qui sautent et qui se font récupérer. Enfin, ils ont aussi ce côté, cet humour-là un peu, je vais pas dire grotesque, mais Cartoonesque, ouais, cartoonesque. c'est Tex Avery, tu disais, ou ils portent ça en eux, quoi. Looney Tunes, quelque part un peu des fois. J'irais un peu plus sur le Buster Keatonesque dans le. Oui, ou peut-être qu'en fait, c'est ouais. peut-être plutôt carrément Parce ça. que je les trouve pas si absurdes qu'ils en deviennent cartoonesques, mais un peu dans l'émulation quelque part du cartoon, où on reste quand même dans un truc assez physique, mais il y a un espèce de grand clin d'œil fait au spectateur de genre, bah là on se marre, quoi, les gars, voilà, point barre, quoi. Et puis c'est des films, il y a vraiment des trucs qui sont drôles au premier degré, quoi. On parlait d'humour noir, t'as cité Fargo, il y a aussi ça dans Burn After Reading, quoi. Tu parlais du personnage de Brad Pitt, moi c'est George Clooney dans tous leurs films. Enfin, le mec a travaillé son lever de sourcil, c'est quand même avec les frères Cohen, quoi. Il a des personnages qui ont été taillés pour lui, avec noirs dans le sens où il y a vraiment des situations genre tragiques qui leur arrivent des trucs et tout. Tu te dis, ah ouais, merde, ils sont sous couvert de genre c'est drôle, et en même temps tu dis, il y a quelqu'un qui est mort là quand même. Ouais, mais alors justement c'est très juste ce que tu dis, et je trouve que le film le plus iconique de ça dans leur carrière, c'est Fargo. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais gardons en tête cette idée de l'humour au vitriol, de l'humour noir de Fargo, et de comment ils arrivent à retourner ça. C'est très... j'ai revu Fargo récemment, et à chaque fois que je le vois, Fargo, je me dis... Ouais, c'est peut-être lui la pierre angulaire de leur carrière. C'est peut-être le truc le plus maîtrisé, le plus intelligent finalement. Ouais.
Et alors c'est vrai que ces dernières années, ils ont, enfin, en tout cas leur dernier film, que ce soit avec César, la balade de Buster Scruggs qui est sorti sur Netflix, et le prochain, donc plutôt signé Ethan tout seul, Drive Away Dolls, on est plutôt vers la comédie. Et là, on sent qu'on tire peut-être un petit peu plus à la corde sur un certain type de cinéma. C'est toujours assez référencé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu le côté perdre la magie un petit peu des débuts Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop parfois dans l'auto-parodie sur ce point-là de leur filmo Surtout de la forme en fait, hein. Je repense à Buster Scruggs, hein, donc c'est qu'un film à sketch, c'est ce qu'on disait juste avant, qui est dispo sur Netflix. C'est déjà un exercice compliqué, quoi. Ouais, et à chaque fois on peut pas avoir autre chose qu'un commentaire pompeux comme je vais le faire, en savoir qu'il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres, et on aimerait que les épisodes qui sont bien durent plus longtemps, et on aimerait passer plus vite ceux qui le sont moins. Au final, moi je sais que c'est un film qui m'a plutôt déçu, j'en attendais beaucoup plus. Dans l'ensemble, je me souviens de 2 histoires, enfin 3 peut-être, une 2,5, enfin un truc comme ça. Et c'est un peu dommage aussi de se dire, quand on voyait le fond et la forme autant réussis, je dirais pas qu'il tire la couverture, ou alors c'est juste que c'est de l'auto-parodie presque. Mais en fait, c'est pour le coup, celui-là était sur Netflix et assez mis en avant. C'était cette période où Netflix était encore assez récent, assez neuf chez nous. Et il y avait vraiment cette volonté d'aller récupérer des grands réalisateurs, des grands noms. Et surtout, en fait, ils étaient en lutte avec l'industrie du cinéma pour faire reconnaître les plateformes de streaming. Donc, ils n'arrêtaient pas de signer. On a eu Cohen, on a eu Iñárritu, je crois. Il y a eu Iñárritu, c'est venu plus tard, mais The Irishman, pas longtemps après. Et c'était pour forcer en fait les Oscars, César, etc. à reconnaître les films, quoi. Oui, puis alors il faut pas oublier que la balade de Buster Scruggs, qui est donc ce film à sketch et qui est le dernier qu'ils ont fait ensemble, c'est un peu un ovni dans leur carrière. C'est un film qu'il faut prendre et accepter avec tout ce qu'il a de différent du reste de leur travail. Mais le problème, c'était plus que ce soit, tu vois, celui presque qui est, je vais pas dire le plus accessible, mais d'un côté, c'était genre, bon bah il est là, il est dispo, allez-y, genre regardez ce que c'est les frères Cohen, quoi. Oui, et alors, c'est dans la forme, c'est 6 sketchs, il me semble, tous sur la mort. C'est 6 variations autour de la mort et de l'ironie de la mort et tout ça. Il me semble que c'est une adaptation d'une sorte de comic book qu'ils avaient lu quand ils étaient enfants, et que déjà chez eux les adaptations c'est rare, hein. Il y a guère que No Country for Old Men et True Grit qui sont oui, parce qu'il y avait un film, c'est un remake, ouais, True Grit. Oui, il y a eu un film avant, mais ça se base sur un livre et tout ça. Donc ils n'ont pas l'habitude de faire des adaptations, il y en a peu. Celui-ci en est une. C'est un film qu'ils font avec le chef opérateur Bruno Delbonnel, et c'est un des rares films qu'ils font pas avec leur chef opérateur habituel qui est Roger Deakins. Donc il y a beaucoup de petits éléments qui viennent un petit peu en contradiction. Et puis c'est un film, vous l'avez dit, qu'ils font pour le petit écran, avec la conscience qu'ils le font pour le petit écran et pas pour le grand écran. Donc c'est vraiment un film très à part dans leur filmographie, et il faut pas du tout le prendre comme maître étalon, quoi. Faut pas regarder ce film-là en disant... Non, mais c'était plus symptomatique de, je vais pas dire ce qu'ils sont devenus, parce que encore ça paraît un peu réducteur, mais bon, enfin, c'est une espèce de perte de vitesse aussi de ce cinéma-là, quoi. Si ça se retrouve sur Netflix, si ça se retrouve, je dis, ils ont pas leur équipe un peu habituelle, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une certaine difficulté pour eux à monter ces projets-là, quoi. J'aimais une théorie sur ça, c'est que les frères Cohen sont assez intelligents pour se rendre compte qu'ils ont gagné en statut au fil des années. Et vu que la plupart de leurs premiers projets étaient un minimum parodiques, ou alors prenaient un chemin extrêmement différent de ce qui était populaire de l'époque, aujourd'hui je pense qu'ils sont un peu la chaise entre deux culs, pour reprendre une expression qui t'est chère, tout à fait. Où d'un côté ils ont des idées, de l'autre ils savent ce qui est attendu d'un film des frères Cohen. Et ça m'étonnerait pas, parce que là je ne fais que divaguer, hein, quelque part, que du coup ils essaient d'être dans le milieu. En étant dans le milieu, ils font finalement aucun des deux assez correctement, finalement, quoi. Où tu te retrouves avec des mecs qui sont hyper talentueux, mais aussi hyper intelligents, donc hyper introspectifs. Et t'as la production d'un mec introspectif qui a réussi dans sa vie, et généralement des mecs qui réussissent et qui sont introspectifs font de la merde.
Il y a ça, puis en plus, ce qui les divise, parce que on n'a pas encore adressé ce problème-là, hein, pourquoi font-ils scission après une carrière si longue? Ce qui les divise, c'est que non seulement ils sont bosseurs l'un comme l'autre, mais qu'en plus de ça, il y a le confinement qui nous est tombé dessus, hein, il y a la crise sanitaire et tout ça. Et donc ils ont été séparés physiquement. Hein, et ils ont commencé à travailler chacun de leur côté de manière totalement organique. Il faut continuer à exister, continuer à vivre et tout ça. Et Joel a donc commencé à initier le projet Macbeth, encore une adaptation d'ailleurs, avec sa femme Frances McDormand dans le premier rôle et Denzel Washington. Et t'as même presque l'impression que Ethan de son côté, qui avait d'autres ambitions, qui avait envie de faire d'autres trucs, a un peu dit moi aussi j'ai une femme et je peux très bien travailler avec, et donc c'est avec elle qu'il a pondu le scénario de tu veux dire qu'il Drive existe Away deux Dolls. Yoko en même temps. Et voilà, donc avec Trisha Cooks il a co-scénarisé Drive Away Dolls, qui doit être le premier d'une trilogie en plus, donc voilà, là ils sont partis à mon avis pour travailler séparément un petit bout de temps, et puis peut-être qu'ils se retrouveront plus tard à un autre moment de leur vie. Et on va peut-être passer au deuxième versant de leur filmo. On a parlé le côté comédie. Il y a un côté un petit peu plus serious business. Un peu, ça part justement de 100% Blood Simple, quoi, qui est vraiment un pur polar, un film noir, quoi, carrément, dans la tradition de ce qu'on avait dans les années 30-40. Il y en a d'autres tout au long de leur filmo. Et il y a justement ce côté, peut-être que... On garde le côté un petit peu loser, mais dans le sens où on les magnifie. Il y a aussi Petites gens, quoi. Ouais, petites gens. On est aussi pour les underdogs. Enfin, je pense à Inside Llewyn Davis, quoi, qui est complètement ça. Et tu penses que ça va être l'histoire d'un musicien folk qui est à talent, et pas du tout. Le mec enchaîne les refus. Il vit chez des potes. Il n'arrive pas du tout à vivre de son histoire. Il a fait partie d'un petit groupe qui a marchoté à un moment donné, mais depuis qu'il est tout seul, ça marche beaucoup moins bien. À la fin, il finit par être dans un bar où c'est un mec pas très connu qui s'appelle Bob Dylan, qui est là, qui est sur la scène, et puis tu comprends bien qu'il y en a un qui va décoller et l'autre qui va disparaître. Il y a aussi cette encore une fois, il y a l'espèce de face cachée de l'Amérique qui ne réussit pas pour le coup, quoi. Ou même Serious Man, hein, pour un hypochondriaque comme moi, c'est un film qui était particulièrement éprouvant, mais c'est surtout la loose absolue. Je suis sorti avec un seum pas possible de ce film. C'est un truc... C'est un film qui est presque autobiographique, hein, pour Serious Man. C'est-à-dire qu'ils retournent dans leur Minnesota natal et puis ils mettent en scène une famille qui ressemble peu ou prou à la leur. Hein. Mais il leur arrive tout, on dirait le sketch des inconnus. Tu pourrais le pitcher, Monsieur Gentil. C'est juste un mec qui perd tout au fur et à mesure du film, en fait. Il perd son boulot, sa femme, il apprend qu'il est mourant. Enfin, c'est... Oui, puis c'est aussi un grand perdant de l'Amérique. C'est-à-dire que c'est l'inverse du rêve américain. C'est le bon père de famille qui est universitaire et qui rêve d'avoir une bonne chaire universitaire et d'être reconnu par sa profession, et qui c'est un wannabe, et en étant wannabe il devient never will be. Voilà, tout lui passe entre les doigts, exactement comme ce personnage de Llewyn Davis dans Inside Llewyn Davis, où t'as raison, en fait c'est Bob Dylan, quoi. C'est le mec qui est Bob Dylan. C'est le même mec qui est là dans l'ombre de Bob Dylan et qui a pas le génie de Bob Dylan. Il est là pile au bon endroit, pile au bon moment, et on en connaît des mecs comme ça qui ont failli faire partie de U2 ou qui ont été le 5e Beatle ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, c'est l'histoire de ce mec qui est qui est presque le génie, mais c'est pas lui. Tu sais, c'est comme quand dans l'actualité il y a deux personnalités hyper connues qui décèdent malheureusement en même temps, et il y en a une qui est tellement qui rayonne à l'international tellement que t'oublies qu'il y a une autre personne. Et donc tous les hommages tombent à l'eau, et je trouve ça hyper dur, je pense, pour la famille. C'était qui celle qui était morte le même jour que Michael Jackson, ou que David Bowie. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Il y a un truc comme ça. Alors on est en train d'illustrer notre propre propos. Voilà, c'est bon, on sait plus. Il y avait quelqu'un. Mais il y a aussi il y a souvent en plus c'est souvent des histoires qui tournent autour de pour leur film un petit peu plus sérieux, il y a toujours des petits arrangements, des petits braquages, des trucs qui tournent mal, mais en plus c'est toujours pour des petites sommes, des trucs qui sont un peu nuls, ou même si ça passe, c'est pas l'idée du siècle, c'est jamais le braquage du siècle, et même ça, tu sens que ils n'y arrivent pas, quoi.
C'est peut-être à ce moment-là qu'on revient sur Fargo, justement. C'est que Fargo, toute l'idée du scénario de Fargo, c'est de raconter l'histoire d'un concessionnaire automobile en Caroline du Nord ou dans le Minnesota, je sais plus où se trouve Fargo. Voilà, Enfin, c'est à la frontière entre les deux, quoi. Là où il y a de la neige. Exactement, là où il y a beaucoup de neige et il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est un mec un peu nul. Et ce qu'il a prévu dans sa vie, c'est de racheter un terrain pour faire un parking. Et c'est comme ça qu'il veut gagner bien sa vie. C'est le coup de sa vie. Sauf qu'il n'a pas les moyens. Et le mec qui a les moyens, c'est son beau-père. Et son beau-père, c'est un businessman complètement affirmé, qui a bien réussi et tout ça. Et il sait pas comment lui faire cracher la thune à son beau-père. Et du coup, il organise le kidnapping de sa propre femme par 2 bras cassés, en se disant, comme ça, je vais pouvoir demander une rançon à mon beau-père sans qu'il sache que c'est moi. Il va me filer la rançon, et puis avec la rançon, je vais pouvoir payer mon parking. Et on perd de vue, évidemment, très très vite, que là-dedans, il va faire kidnapper sa femme. Il va faire de son fils un orphelin, probablement. Lui, il risque la prison. Tout ça va dégénérer. Et d'un pitch gentiment stupide, mais très vite, il y a toute l'horreur qui vient avec. Et c'est très beau dans le film parce que c'est souligné par un thème musical de Carter Burwell. La musique est incroyable. Voilà, le thème musical est complètement fou. Et Carter Burwell est vraiment le compositeur attitré des frères Cohen. Et quand tu écoutes le thème de Fargo, jamais tu peux te dire ça c'est le thème d'un film qui fait rire. Ouais. C'est un thème qui te rappelle toutes les 2 secondes que ce qu'on est en train de regarder. Bien sûr tu vas rire, on peut pas ne pas rire. Bien sûr que Mais on tu rit vas de rire. gêne et de... Mais c'est horrible ce qui se passe. C'est du rire contrarié. C'est affreux. L'histoire de Fargo est Et affreuse. pour moi, c'est toute l'ironie justement de ce qu'on appelle l'humour noir. Parce que l'humour noir, à mes yeux du moins, c'est simplement de l'absurde sur des sujets sérieux. Il y a pas... C'est pas si... Oui, mais l'humour, c'est sérieux. Oui, voilà. Tu vois, genre, et du coup, quand on a des mecs qui maîtrisent l'absurde à ce point, évidemment qu'il y a un moment où ça va se barrer dans quote-unquote l'humour noir. Mais au final, oui, c'est juste l'intelligence de l'écriture sur le sujet qui est, si on y réfléchit vraiment, particulièrement sur Fargo, ouah, comment c'est glauque. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle aussi, quoi. Et surtout, il y a ce personnage de Frances McDormand qui est super utile dans le film pour... elle arrive souvent trop tard, enfin en tout cas même à la fin d'ailleurs, mais elle est un peu l'observatrice avec un délai de tout ça, et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle arrive à dénouer le fil d'une histoire qui n'a absolument aucun sens, où rien n'aurait dû se passer comme ça, ou même le simple fait d'avoir cette idée-là, ça prouve que t'es quand même sacrément dérangé. Et elle a un peu ce regard du style, pas désabusé, mais elle regarde ça avec une espèce de tendresse en disant ça existe, l'être humain a un peu des mauvais côtés, je suis un peu l'observateur privilégié un petit peu de tout ça. J'adore ce personnage parce que c'est juste genre, il s'est passé ça, tu vois, genre... Ouais. C'est tout, quoi. Il y a pas de jugement ou truc comme ça, quoi. Et à la fin, parce que en plus pendant tout le film, elle fait ça en étant enceinte, elle a des nausées répétées, etc. Mais à la fin, elle a toujours ce truc avec son mari qui a aussi un gros nounours, un flic comme lui. Et à la fin, elle est juste il s'est passé toutes les horreurs de ce monde-là. Là, j'ai juste envie de me blottir dans mon lit avec l'homme que j'aime et de penser à la suite et de mettre ces horreurs un peu derrière moi, quoi. Il y a le côté vraiment un peu le regard du spectateur. Qui comprend pas trop ce qui se passe et comment on en est arrivé là, quoi. Comment est-ce qu'on peut être aussi con pour générer ce genre de situation, quoi. Alors il y a vraiment cette récurrence des personnages où on se dit ça c'est une idée de merde, ça va. Voilà, donc ça c'est un truc qui revient souvent, mais il y a aussi des gens qui sont là je repense à Barton Fink par exemple. Le personnage de Turturro, c'est juste quelqu'un qui est inadapté. Il a pas eu une idée de merde, il essaie de s'en sortir, mais il est pas cap. Et ils sont très durs. On lui demande des trucs absurdes aussi. On lui demande des trucs complètement barrés, et il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir comprendre et pour comment s'en sortir, etc. Et je trouve qu'ils sont à la fois très très durs avec ces personnages-là, mais à la fois il y a une tendresse dans le côté tragique. Mais ça les empêche pas quand même de lever le pied, et ils réservent des destins abominables à la plupart de leurs personnages quand même. Ce qui est très beau avec le personnage principal de Fargo, de Frances McDormand, c'est que ça prend le contre-pied de tout. Déjà, c'est bon de rappeler que c'est le premier Oscar de Frances McDormand, premier Oscar de la meilleure actrice, premier des 3 qu'elle va avoir. C'est un personnage qui arrive à la moitié du film. On l'a pas vu du tout de la première moitié.
c'est un personnage de flic, c'est une meuf, elle est enceinte, elle prend tout à contre-pied, quoi. C'est le contraire du stéréotype. C'est pas ce qu'on montre au cinéma, mais c'est ce qu'il y a dans la vraie Exactement. vie, quoi. Et ce qu'il y a de génial, c'est encore une fois, c'est peut-être son point commun avec le personnage de The Dude dans The Big Lebowski, c'est qu'elle n'est pas particulièrement compétente comme flic. C'est pas une super flic, c'est juste quelqu'un de normal. C'est Oui. juste quelqu'un qui n'a pas plus d'ambition dans la vie que d'être quelqu'un de normal. Et elle a l'air intelligente à côté de ses adjoints Et voilà. qui sont eux complètement à la ramasse et qui sont là. Et surtout- bah d'accord, on va faire ça. Et surtout très intelligente à côté des bras cassés qui montent un coup débile. Tout ça pour avoir 4 francs 6 sous et se payer un parking, tu vois. C'est ça. Et bah, d'ailleurs, la conclusion du film, quand elle a enfin mis la main sur un des kidnappeurs et que le gars est à l'arrière de sa voiture, elle le regarde dans le rétro et elle dit bah, tout ça pourquoi Elle est navrée, ouais, quoi. c'est Elle ça, est ouais. navrée. C'est- Ouais, tout ça pour juste un peu de pognon, c'est n'importe quoi. Et c'est très beau de voir ces personnages dans le cinéma des frères Cohen ne pas être des surhommes. C'est pas des gens compétents. Ah, il y a c'est jamais. ouais. C'est des gens normaux, en fait. Leur compétence, c'est de pas vouloir être plus malin que le voisin. Ou il y a guère que dans No Country for All Men Ce où que on j'allais voit dire. des personnages très très C'est compétents. ce que j'allais dire. C'est le seul exemple, le contre-exemple que je vois où là il y a un personnage vraiment un The espèce, Barber, d'expert. Et on rappelle, juste pour info, on rappelle comment commence le film Fargo, qui commence par un texte c'est- qui dit cette histoire est inspirée de faits réels, les noms des victimes ont été changés par respect, etc. Absolument pas. Ouais. Ouais, voilà. Qui a un gimmick repris par justement la série, Par la série qui aussi, va, qui adapte, qui est pas vraiment une adaptation, mais qui reprend l'espèce de concept de base du film, à savoir une genre d'enquête policière avec des personnages plus ou moins bracassés. Alors au départ, effectivement, ça se passe autour de la région de Fargo, et puis après, finalement, je crois que Fargo est un peu le seul. Point commun à toutes les saisons, mais parfois on change même les époques, on change tous les personnages, enfin voilà, mais il y a des Exactement. réminiscences des personnages du film dans certaines saisons de la série. Je pense notamment à la saison 3 où il y a aussi un personnage, c'est une flic qui elle pareil est tout le temps un petit peu en décalage, elle est jamais reconnue par les portes automatiques des trucs, elle agite ses bras, ça passe jamais, t'as un mec qui passe à côté, voilà. Pareil pour tous les sèche-mains ou les éviers et tout, jamais, Ouais, elle est jamais incompatible avec le enfin, monde vraiment, moderne, ouais. elle a ce côté un peu, elle est transparente, on la voit pas, et c'est des thématiques purement Fair Cohen qui sont repris là-dedans. La série, j'ai pas encore vu les saisons 4 et 5, mais C'est des variations, c'est la des série variations arrive sur Fargo. très très bien à capter cette ambiance du film. Les frères Cohen, c'est arrivé à magnifier le fait que tu choisisses la mauvaise file d'attente à la caisse du magasin et de te faire voir 10 minutes de ça et que tu kiffes. Pardon, il y a 2-3 petits trucs qu'il faut absolument que je vous dise sur ce texte d'intro qui dit donc tout ça est inspiré de faits réels. Bon, déjà, c'est une manière de s'inscrire encore une fois dans un courant littéraire de la littérature true crime, donc de rebondir sur la pop culture comme ils le font film après film. Mais c'est aussi une manière très forte de solliciter l'empathie du spectateur malgré lui, parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, quand on te dit au début d'un film c'est inspiré de faits réels, tu sais pas pourquoi ton petit cerveau reptilien il donne plus de crédit à ce que tu es en train de regarder que si on te le dit pas. Donc il y a une manière de se moquer gentiment du spectateur, de lui dire bah, je me fous un peu de ta gueule parce que c'est peut-être pas du tout vrai, mais en même temps il suffit que je te le dise pour que tu y crois, donc bon bah voilà. Et alors en revanche, là où l'histoire se replie complètement sur elle-même, c'est qu'il y a un fait réel que je vais vous raconter et que vous connaissez peut-être pas, c'est qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a une japonaise qui avait vu Fargo et qui allait dans le Minnesota du Nord, dans le Minnesota et en Caroline du Nord, parce qu'elle avait vu Fargo. Et enfin, c'est une légende urbaine, mais enfin, le fait que cette personne ait existé et qu'elle soit morte dans le Minnesota est irréfutable. Et la légende urbaine veut que, puisqu'elle avait vu Fargo et que ça disait que c'était inspiré de faits réels, elle s'est dit « Ah mais, donc il y a toujours une mallette d'argent qui est sur le bas-côté d'une route, Merde. donc il faut absolument que je la trouve. » Et elle l'a jamais trouvée, évidemment. Et elle a été retrouvée morte dans le Minnesota quelques mois plus tard. Ah, la Ah, la vache. pauvre. Donc là Et vraiment, l'aspect true crime, ça aussi, c'est un vrai truc des frères Cohen, l'histoire absurde, C'est tragique. c'est le ouais. truc a fait une boucle quoi, sur lui-même. C'était pas fait pour être un vrai true crime, et ça en devient un, quoi.
Et ce qui est emblématique aussi avec Fargo et ce cinéma peut-être plus sérieux, thriller des frères Coen, même si t'en as parlé dans The Big Lebowski, il y a ça aussi sur certains plans, c'est justement, il n'y a pas juste les gens qu'on essaye de magnifier, de mettre en avant, il y a vraiment aussi ces régions, quoi. C'est des cinéastes qui adorent filmer le vide, enfin en tout cas se servir des États-Unis comme décor, quoi. Et il y a ça évidemment dans Fargo avec ces plans où tout blanc, où vraiment on capte ces grands espaces où il n'y a rien, et ça évidemment dans True Grit qui reprend le côté western. Buster Scruggs a ça un petit peu, mais un peu moins sublimé que dans d'autres films, et un peu moins 100% No Country for All Men. Mais voilà, même voilà, tu parlais de la file d'attente, mais il y a ça, il y a le côté magnifier ces zones-là, une station essence, un vieux rad, mais souvent avec des extérieurs où tu auras toujours une petite loupiote d'allumée, un truc qui va passer devant, un chien qui part sur le côté, enfin il y a... Non mais c'est station-service la nuit avec un néon qui toque, tu sais, qui clique, qui marche pas complètement, et 2 papillons qui tapent à côté. Ça c'est un décor des frères Coen, facilement. Et Absolument. généralement c'est un décor qui leur permet, alors j'imagine du moins, de mettre en avant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ode à la vie simple dans le parcours des frères Coen, quoi. Vraiment, on vous montre une galerie de personnages hyper marqués, avec généralement des acteurs extrêmement récurrents, on en parlera. Et toujours à la fin, c'est les mecs qui voulaient juste regarder un chocolat chaud devant la télé qui finissent bien, quoi. Oui, parce que les losers dont on parle, ou les gens un peu fous dans leur tête, qui ont les idées pourries, ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, par contre. Ouais, souvent. Bien sûr. Il y a quelque chose de décalage total entre le gros poisson dans une petite mare. Ouais, c'est des gens qui sont très imbus, comme on parlait de Lebowski, mais l'homonyme. Mais comme on parle aussi de T'as ça dans O Brother, ils se prennent tous pour des génies, quoi. Surtout le personnage de George Clooney, parce que justement les autres sont un petit peu plus bêtes que lui, alors il se prend pour le leader de la bande, alors qu'il prend quasi pas une seule bonne décision de tout le film, quoi. C'est 2 archétypes de leur cinéma qui sont des archétypes géniaux, c'est-à-dire que il y a le grand nigo, l'abruti du village, qui se prend pour le génie et le maître du monde, et qui n'est abruti que parce qu'il s'ignore lui-même comme abruti, qui est abruti surtout par ça, au fait, et qui contrebalance complètement le personnage glorieux des frères Coen, qui est le nobody absolu. Et c'est très rassurant, c'est quelque chose qu'ils font très très bien, c'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même plutôt l'histoire des grands destins, des grands héros, des gens qui vont avoir un destin magnifique. Et eux, film après film, ils rappellent que les gens qui n'ont pas de destin, ils ont quand même un destin. Avoir un petit destin, c'est un destin quand même, et gloire à ces gens qui ont des petits destins. Ouais. Il y a surtout la manière de boucler, il y a toujours des fins. Je trouve que c'est des cinéastes qui arrivent à trouver toujours une fin juste, alors même que tu t'y attends pas. Je sais pas si on a suffisamment parlé de No Country for All Men depuis le début, mais il y a ça aussi, justement à la fin, où la résolution, c'est pas du tout celle que tu as envie d'avoir. Limite, celui que tu suis pendant tout le film, c'est pas spoil, en tout cas, sa résolution à lui, elle se fait par une ellipse, ou en tout cas, c'est hors caméra, et tu as juste cette scène finale de dialogue avec 2 personnages autour d'une table où le mec il te raconte un rêve qui n'a ni queue ni tête, et ça se termine là-dessus. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est après cette surenchère de mort où on t'a fait suivre un récit un peu palpitant, tout d'un coup on fait redescendre la pression, on revient à un truc beaucoup plus banal pour te dire que la vie un peu normale et chiante reprend ses droits, et que finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça, quoi. Il y a quelque chose de très bouleversant dans la fin de No Country for All Men, pour faire schématiquement et essayer de pas spoiler aux gens qui n'auraient pas vu le film. No Country for All Men, c'est une course-poursuite de 3 personnages. Il y a un personnage, le premier personnage, qui trouve une mallette d'argent au milieu de nulle part et qui s'enfuit avec la mallette d'argent. Le deuxième personnage, c'est celui qui le traque et qui veut récupérer cette mallette d'argent. Et le troisième personnage, c'est un shérif qui essaye de faire régner l'ordre sur son petit lopin, quoi, et qui va essayer d'arrêter cette course effrénée. Et pour finir, ces 3 personnages ne se croisent jamais, ils se rencontrent jamais. Et donc il y a quelque chose, jusqu'au bout du film, de très inabouti, parce qu'on va vers un climax qui finalement n'arrive jamais. Et oui, on se retrouve dans une scène finale avec celui qui essayait de maîtriser tout ça, qui n'a pas pu,
et qui se dit bon bah voilà, je suis totalement obsolète. Ma vie est terminée. C'est marrant, en t'écoutant pitcher le film, on pourrait se dire que le film aurait pu s'appeler Le Bon, la Brute et le Truand. Presque, ouais, il y a vraiment un truc comme ça, quoi. C'est assez cocasse. Mais c'est, enfin, le titre du film dit tout, hein. C'est l'histoire d'un mec qui est rincé, au fait. C'est l'histoire de quelqu'un qui voulait gérer un petit pays tranquille et qui se rend compte qu'au fil de sa vie et au fil des ans, bah, tout a changé, que maintenant les cartels mexicains viennent sur son lopin de terre se massacrer et tout ça, et que quand il regarde autour de lui, putain, il pige rien à la violence qu'il voit, quoi. Et ça passe par des dialogues, mais il y a des dialogues dans No Country for Old Men qui font partie des morceaux d'écriture cinématographique les plus brillants que j'ai jamais entendus. Le moment où le shérif Tommy Lee Jones et son adjoint arrivent sur la scène où tous les cartels mexicains se sont massacrés, ils sont en train de regarder comme ça, ils ont leurs chevaux, ils sont venus à cheval, ils sont en train de regarder ce qui s'est passé. Il y a un peu un blanc, et puis il y a l'adjoint du shérif qui dit c'est le bordel, non, shérif? Et puis le shérif il regarde autour de lui, il fait bah, je sais pas, si c'est pas le bordel, ça fera l'affaire en attendant. C'est bon ça comme écriture quand même. T'as un truc, c'est toute proportion gardée, quoi. Je me fais penser à Petit Quinquin, la façon dont Bruno Dumont a essayé de récupérer ça, même si là pour le coup on est sur deux flics complètement débilos, quoi. Y a pas de feinte, mais où ouais, il se passe des trucs qui les dépassent complètement, quoi. On en a parlé un petit peu en filigrane, et comme ça on pourra enchaîner. On peut rester plus ou moins sur No Country for Old Men, même si c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu évoqué. Le cinéma des frères Coen, c'est quand même un cinéma de personnages. Oui. Où là il y a des gueules qui reviennent déjà de façon récurrente, hein. Frances McDormand, on l'a dit, qui était là dès leur premier film et qui en plus s'est marié avec Joel Cohen. On a Steve Buscemi qui revient aussi régulièrement, John Goodman, George Clooney, John Turturro. Enfin, ils ont vraiment des acteurs comme ça un petit peu fétiches qu'ils arrivent à mettre, alors certains plus ou moins dans les mêmes rôles, d'autres parfois à contre-emploi, mais ça fait partie aussi de leur cinéma d'avoir cette bande un peu d'acteurs fidèles récurrents. Et tu l'as dit aussi, quoi, c'est qu'il y a un style frère Cohen dans l'écriture et des dialogues et des personnages qui est unique pour le coup, quoi. Oui, c'est des gens de la fidélité, hein, puisqu'ils ont fait leurs 3 premiers films avec Barry Sonnenfeld qui était à la photo. Puis quand Barry Sonnenfeld a voulu devenir lui-même cinéaste et faire La Famille Adams et Men in Black et tout ça, bah, il a passé la main à Roger Deakins qui est resté chef opérateur pendant très très longtemps. Donc Roger Deakins, si vous avez vu les James Bond de Sam Mendes, Skyfall, Spectre, si vous avez vu 1917, Blade Runner 2049, voilà, c'est lui qui, c'est notre plus grand chef opérateur actuel. Hein, c'est notre Raïs à nous. C'est vraiment un des plus grands artistes qui existent dans le monde cinématographique. Il est anglais, il est pas du tout. Donc c'est des gens de la fidélité aussi bien à l'écran avec tous ces acteurs dont on vient de parler que dans l'équipe technique. Donc ils se sentent bien, ils travaillent un petit peu en famille, et c'est quand même drôle d'évoquer ça parce que quand arrive No Country for Old Men, qui va être leur grand succès aux Oscars, hein, puisqu'il me semble que c'est un film qui a eu 4 Oscars, c'est avec des acteurs qui ont jamais joué chez eux. Oui. Qu'ils font ce film qui va être leur réussite absolue. Josh Brolin, Javier Bardem et Tommy Lee Jones. Exactement, ouais. Et limite, j'ai l'impression que quand on pense à leur cinéma, on pense peut-être avant tout à leur personnage. Moi, quand je pense frère Cohen, les premiers visages qui viennent, c'est Jeff Bridges, John Goodman, George Clooney, clairement. C'est vrai que George Clooney, on a tendance à l'oublier, mais était aussi dans comment il s'appelle, Intolérable Cruauté. Et Goodman, quand et il au est... Brother. Et au Brother, oui, tout à fait, oui. Et Goodman, c'est ce cyclope absolu justement de O Brother. Ce personnage absolument détestable. Et dans Barton Fink, il est exceptionnel aussi. Et dans Barton Fink, il est flippant. Celle du couloir. Il apparaît déjà dès Arizona Junior, il me semble, John Goodman. Je crois qu'il est déjà là dans Arizona Junior, donc c'est peut-être le plus vieux avec. Il fait partie de ceux qui ont Frances McDormand de l'écurie des frères Coen. Il y en a 3. Il y a vraiment Goodman, Clooney et Frances McDormand qui ont le plus de collaborations avec eux. C'est vrai, même Steve Buscemi ou John Turturro, ils n'ont pas eu plus de collaborations. Je pense que ça tourne autour de 4-5. Ouais, c'est possible. Et John Goodman, donc, c'est ce Walter. Moi, je suis désolé, la scène des cendres dans The Big Lebowski me fera toujours mourir de rire, tellement qu'elle est à la fois dérangeante et voilà, ce que j'aime dans cette filmo, dans ce qu'il propose, c'est ce côté où il y a des choses qui se résolvent
mais pas bien, mais voilà, c'est juste à chaque fois c'est du tiède, mais du tiède, il y a du chaud dedans, enfin il y a quelque chose de Ça reste touchant malgré l'absurdité des choses. genre un truc tout pété et genre après voilà il y a deux personnages qui veulent alors j'invente une scène mais elle est à l'image de ce que peuvent faire les frères Cohen régulièrement. Il y a deux personnages qui se tirent dessus ou qui se tirent la bourre ou je sais pas quoi, et tout d'un coup il y a un cadavre qui tombe au milieu et en fait ça s'arrête là, ils se regardent et puis voilà. Ça se voit d'autant plus sur The Big Lebowski, puisque à la fin de The Big Lebowski, si tu récapitules tout ce qui s'est passé en vrai, il s'est rien passé d'un bout à l'autre du film, et la seule chose qui se soit véritablement passée, c'est qu'il y a un des personnages qui meurt, mais il meurt pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les événements du film. Donc c'est vraiment le spectacle de l'absurde complètement, quoi. C'est un cinéma qui est étonnamment pas très satisfaisant. Si vraiment tu t'attends à avoir une espèce de fil conducteur et une vraie résolution à la fin. Les résolutions, des fois, te laissent un peu. Ouais. Mais qui se savoure vraiment de bout en bout par ses personnages et par ses situations, quoi. Bah, c'est pas leur propos en fait, quoi. C'est juste ça, quoi. Donc au bout du bout, ils vont direct à ce qu'ils voulaient dire, juste la vie simple, c'est cool, voilà, point barre. Et je pense qu'il y a une puissance dans l'écriture des personnages qui fait que, quand bien même ils ont des acteurs fétiches, hein, c'est une évidence. En fait, c'est les personnages que tu retiens. J'ai pas de film des frères Cohen en tête où je me dis c'est Brad Pitt qui joue machin, tu vois, par exemple. Tu vois. Les personnages s'effacent derrière les acteurs, quand bien même les acteurs sont à la fois connus dans l'absolu et dans leur cinéma. Ouais. Et je pense que s'ils ont des acteurs récurrents, c'est que ça peut être aussi extrêmement compliqué, je pense, pour des réalisateurs comme ça. Je pense aussi à Wes Anderson, hein, qui ont un concept vraiment marqué. D'arriver à travailler avec des gens qui comprennent vraiment ce qu'ils veulent faire de bout en bout. Et je pense que sur ce genre de profil, une fois que t'en as un, tu le gardes, quoi. Il y a juste pas de feinte, quoi. Bien sûr. Effectivement, il y a maintenant des acteurs qui sont très rodés à l'exercice du cinéma des frères Cohen et qui ont très très bien compris le délire, donc il s'agirait pas de les lâcher, même si on est très content de voir Oscar Isaac dans Inside Llewyn Davis, même Justin Timberlake et tout ça, qui sont tous dans ce film et qui font des performances exceptionnelles. Et pour revenir à cette idée des gens simples, il y a vraiment quelque chose de très commun à cette scène des cendres dans The Big Lebowski, ou même à plein de trucs qui se passent dans leur cinéma. C'est une sorte de rappel de fais simple, gars. Arrête d'essayer de faire des grands gestes, arrête d'essayer de faire un discours face à la mer pour balancer les cendres de ton pote et tout, parce que au fait ce qui se passe c'est que le vent va dans le sens contraire et ça tu t'en souviens plus, mais voilà, ça t'échappe, tout t'échappe, le monde t'échappe. Il y a même un film, je vais pas préciser lequel pour pas spoiler trop les gens, mais il y a un film où il se passe des choses terriblement sérieuse et aussi dramatique que dans Fargo, dans la filmographie des frères Cohen, et au bout d'un moment où tu t'y attends absolument pas dans le film, ça doit être aux 2/3 ou aux 3/4, d'un coup il y a les extraterrestres qui arrivent et ça te rappelle que oui, peut-être que c'est tragique ce qui t'arrive et peut-être que tu es en train de t'enfoncer dans une tragédie à la Macbeth, mais qu'est-ce que tu peux y faire si les extraterrestres arrivent à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux? Voilà, arrête de prendre tout au sérieux, vis simplement, quoi. Et puis tu as parlé de faire simple, et c'est aussi quelque chose qui s'applique à eux-mêmes, dans le sens où leur méthode de mise en scène, il n'y a pas de mouvement de caméra farfelu. C'est pas des mecs qui vont t'inventer des choses dans le sens te faire des longs plans séquences ou en tout cas alterner vraiment de type de mise en scène particulier. C'est des gens qui aiment beaucoup le plan large, la contemplation. On en a parlé quand il s'agit de filmer les extérieurs. Il n'y a pas vraiment de style à proprement parler. Ils n'ont pas de gimmick en fait. Et je pense que c'est aussi la marque des grands réalisateurs, c'est-à-dire que tu les résumes pas un espèce d'artifice facile, quoi. C'est pas J.J. Abrams qui met des flares par exemple, quoi. Oui, ou Zack Snyder qui met des ralentis à tout bout de champ sans savoir pourquoi. Mais il y a un truc quand même commun qui revient un peu comme ça tout le temps, c'est cet art du silence aussi. Dans les dialogues, dans les situations, il y a quand même quelque chose. Le silence est quasiment un personnage à chaque fois qui magnifie ou en tout cas qui amplifie les situations. Il y a quelque chose comme ça qui est assez... il laisse le temps au spectateur de prendre conscience du ridicule ou de l'horreur de certaines choses. Et c'est assez brillant
quand c'est utilisé comme ça avec talent et parcimonie, quoi. Oui, surtout dans leur cinéma un petit peu plus thriller, dans leur cinéma un peu noir, effectivement, il y a un art du silence. Il y a tellement un art du silence que dans No Country for Old Men, il n'y a pas de Il musique, n'y a pas de musique du tout à part le générique de fin. Et le vice a été poussé jusqu'à demander à Carter Burwell, qui est donc leur compositeur attitré, de faire quand même de la musique pour No Country for Old Men, mais de composer de la musique qui ne s'entend pas pour habiller les scènes. Donc il y a des espèces de nappes de basse que tu n'entends pas à l'oreille humaine, mais qui sont là, qui existent. Voilà, il a quand même signé une partition pour ça. Donc effectivement, l'art du silence... On dirait Radiohead qui fait des... Ah non, mais bien sûr, c'est très absurde, mais bon, bah voilà, ça existe, l'art du silence est là. Puis il y a quand même quelques petites signatures, par exemple les personnages qui se mettent à crier compulsivement devant une situation qui devient complètement frénétique. C'est quelque chose qu'on voit dans Arizona Junior, les mecs qui sont à l'avant de la bagnole et qui se mettent à... Ah et tout ça. Mais même dans leurs cris, ils sont pas tellement en train de hurler pour quelque chose d'imminent qui va leur arriver, ils sont plutôt en train d'extérioriser une espèce de panique, d'hystérie, d'être pris par la folie du moment, quoi. Mais je pense que c'est là où en fait il y a la signature des frères Cohen, c'est que c'est pas en fait dans la réal et dans l'aspect visuel, et plus c'est des dialoguistes de génie en fait, tout bêtement, quoi, qui ont un sens du rythme impressionnant en fait. Et je nous entends parler là, et je me demande, est-ce que c'est finalement aujourd'hui un cinéma, des cinéastes qui sont, vous jugez, accessibles? Parce que quand tu les as découverts à une certaine époque aussi du cinéma, des habitudes, est-ce que finalement tout ça mis bout à bout, alors on aurait envie de dire oui, nous évidemment qu'on les adore, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais pour un public peut-être d'aujourd'hui, peut-être... Comment tu rentres là-dedans? Est-ce que c'est justement, je vais pas dire est-ce que c'est possible, évidemment que c'est possible, encore heureux, mais est-ce que c'est pas vraiment un cinéma du passé, quoi? Il y a du passé, je sais pas, mais en tout cas il y a un ticket d'entrée, hein. C'est pas du cinéma qui est accessible instantanément. Moi, combien de fois j'ai vanté plus jeune la qualité drôlatique de The Big Lebowski, et les gens s'attendaient à aller voir La Cité de la Peur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, ça a la même richesse, mais c'est pas le même ton. Mais c'est différent. Même le rire, il est pas facile, quoi. Qu'est-ce que le rire? Et avec un chapeau. Mais par contre, oui, je pense que c'est un peu exigeant. Ça parle de thèmes quand même un peu mortifères parfois. C'est des situations d'humour noir. On l'a dit tout à l'heure, du vitriol et tout ça. C'est pas forcément tout le temps plaisant. C'est enrichissant, mais il y a quelque chose des fois un peu rébarbatif. Je suis désolé, quand tu tapes un Barton Fink, quand tu sors, t'es pas... T'as pas envie de tu vois, c'est pas toujours ultra feel good, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mais pour moi c'est juste la marque des œuvres, et n'importe quelle œuvre, qui font appel à des degrés, tout simplement le second degré, le troisième degré, le quatrième, des degrés de lecture et de compréhension qui sont pas évidents, où tu es obligé de comprendre de base que la situation est ce qu'elle est, mais le dialogue va en contre-courant de la situation, et c'est ça qui est marrant. Donc déjà de base il y a certes une fermeture, mais pour moi c'est pas un cinéma qui est aussi fermé que, pour reprendre le réal dont je viens de parler, que Wes Anderson, où là il y a une patte tellement marquée que t'es soit complètement avec, oui, soit t'es contre. Alors que il y a une telle diversité dans leurs films aussi que... Ouais, voilà, déjà de base. Et en plus, les frères Cohen, vu que le message final est généralement assez humaniste et en fait assez ouvert à tous, hein, la vie simple c'est cool, voilà, des bisous. C'est pas comme s'ils te demandaient, je sais pas, d'avoir fait Bac plus 5 philo pour comprendre ce qui se passe. Pas du tout. Donc la seule fermeture finalement, c'est est-ce que t'es assez intelligent pour être con quand tu regardes ça, quoi. Et puis surtout, c'est pas un cinéma sensationnaliste, donc c'est l'opposé. Il n'y a aucune esbrouffe, quoi. C'est ça. Et des fois, je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être ne pas rentrer dedans parce que voilà, ils en ont vu un ou deux et ils se disent attends, mais ça m'a raconté quoi? Et c'est une déception quelque part parce que l'important c'était le voyage, c'était pas la finalité, et ça faut pas l'oublier non plus, quoi. Et c'est un cinéma du voyage aussi. Alors, je trouve qu'on vit à l'heure actuelle à une époque où c'est très très difficile de déterminer ce qui est accessible pour le grand public ou ce qui ne l'est pas. Moi, quand je pense qu'il y a 4,5 millions de personnes dans ce pays qui sont allées voir Oppenheimer,
Bah super, enfin tant mieux. Gloire au cinéma où il y a 750 000 personnes qui sont allées voir The Zone of Interest, tu vois. Enfin, tu te dis, moi j'ai complètement perdu la boussole de ce qui est grand public et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est vrai avec la filmographie des frères Cohen, c'est que je pense pas que leur film soit difficile. Je pense que là-dedans il y a des westerns, il y a des thrillers, il y a des comédies, il y a des films musicaux, il y a tout ça est sur le papier assez accessible, mais c'est vrai qu'il faut entrer dans le délire de ce qu'on va te raconter et qui est totalement à l'opposé de ce qu'on te raconte habituellement. C'est-à-dire que personne n'est grand, personne n'est formidable, personne n'a un coup monté génial qui va aboutir au bout. Le seul coup monté génial qui a abouti de la carrière des frères Cohen, c'est celui qui leur a permis de financer leur premier film, quoi. Et ils l'ont fait pas par appât du gain, mais pour devenir des artistes, justement. Et donc il faut préparer les gens quand ils vont voir des films des frères Cohen, avoir quelque chose d'extrêmement plaisant, d'extrêmement bien fait, d'extrêmement bien joué, mais qui, dans le scénario, va vous raconter que la vie plan-plan, c'est quand même beaucoup mieux que de se foutre des plans sur la comète ou je sais pas trop quoi. Et ça, c'est très déroutant, ça restera toujours déroutant. Et pour le coup, c'est vrai que là, je vois dans une des parties qu'on va aborder, il y a d'autres réalisateurs et on va faire un petit jeu de comparo, mais quand on prend le cinéma de Tarantino, il est beaucoup plus pulp, il est beaucoup plus enlevé, frontal, et il y a des jubilations là qui sont des évidences très accessibles directement. Et là, c'est pas le cas. C'est un peu plus insidieux, c'est un peu plus faux, ça se mérite un peu, quoi. C'est un peu plus littéraire, j'ai envie de dire. Je sais pas si j'aurais employé le mot littéraire, mais c'est quand je parlais de péage à l'entrée. Tu acceptes de faire ce jeu-là ou pas. Une fois que tu es dans le manège, tu es dans le manège. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut refroidir des fois. Tu te dis, ça va sûrement être bien, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ce côté un peu, des fois, d'avoir envie de facilité. Là, tu sais que tu vas pas forcément l'avoir. Et c'est ça qui peut. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Non, je dis juste que c'est peut-être un frein qui fait que il y a encore je pense pas mal de gens qui sont pas réfractaires, mais qui traitent des fois un peu la patte, quoi. Tu vois la grande différence avec Tarantino, puisqu'on vient de le mentionner, c'est que Tarantino, j'aime beaucoup son cinéma, j'ai rien contre lui, donc ce que je vais dire n'est pas à charge, mais pour Tarantino c'est très important d'être cool. Le cool est sa marque de fabrique. Les frères Cohen, ils en ont rien à foutre d'être cool. Une réplique, comme je vous ai balancé tout à l'heure de No Country for Old Men, qui pour moi fait partie vraiment des répliques les mieux écrites quasiment, mais je pense qu'elle sort du livre d'ailleurs de Cormac McCarthy. Si tu la mets dans le cinéma de Tarantino, il t'en fait 4 pages. Et ça se balance la réplique sur la réplique et on surenchérit et tout ça parce qu'il faut arriver au moment où tu as dépassé la fonction directe d'une réplique. On n'est plus dans se balancer une réplique, on est dans le faire du cool sur la réplique et tricoter et tout ça. Et c'est même l'anti-punchline, quoi, qui est un peu la base aussi d'un certain cinéma d'aujourd'hui. Il faut toujours avoir le bon mot, la bonne répartie, etc. Ces gens-là, ils l'ont pas. Voilà. Clairement, faut savoir être capable d'écrire le fait que on écrit avec les mots de n'importe qui finalement, quoi. Et, paradoxalement, c'est ce qui devient la punchline en fait. Oui. Quand tu vois aujourd'hui par exemple le cinéma qui fait alors ça s'est un peu arrêté, mais pendant longtemps le cinéma qui a fait le plus entrer, ça restait les films du MCU et tout ça, et eux ils ont formaté un type d'humour qui lui est pour le coup ultra accessible. C'est sûr que si tu n'es que demandeur de ce genre de trucs mais tout aussi rébarbatif pour le coup, hein, ouais. Oui, non, mais je veux dire, forcément là l'humour noir qui peut jaillir du génie d'écriture des frères Cohen, on n'est pas du tout dans la même mais pour compléter, je pense que ça peut justement être un peu les cinéastes où tu te dis non mais je suis pas client de ce truc, c'est pas forcément mon truc, et finalement tu te rends compte qu'en fait t'aimes ça, t'es complètement capable d'apprécier ça et que c'est pas du tout en dehors de ta portée, quoi. Je pense que c'est justement l'anti-cinéma de festival avec des gros guillemets, quoi, dans le sens où c'est pour tout le monde, quoi. Dans le sens où même si je considère que c'est un cinéma qui est un peu plus cérébral, ça te demande pas comme on l'a dit, de faire un effort de compréhension incroyable. Leurs références, tu peux complètement ne pas les avoir, et d'ailleurs je pense que j'en ai pas un quart, hein. Encore une fois il y a ce truc de génération aussi là-dedans. C'est pas important, dans le sens où ils arrivent
arrivent suffisamment à les maîtriser pour en proposer une variation, la moderniser au moment où le film sort et à offrir leur version à eux. Et finalement, tu te rends compte que à partir du moment où c'est bien écrit, que c'est globalement bien réalisé, que dans certains moments la musique vient sublimer tout ça, en fait, t'as juste un bon film. Et point à la ligne, j'ai envie de dire, quoi. C'est pour ça que j'avais envie de mettre le mot littéraire dessus, non pas dans le côté les lunettes serrées et on bouffe 800 pages, mais plus dans ce côté le spectacle vient des dialogues. Plus finalement que de l'image. Ça vient des personnages, ça vient des situations dans lesquelles ils sont, mais vu que les situations sont généralement banales ou absurdes, mais même quand elles sont absurdes, elles sont quelque part un peu banales aussi, quoi. Quand on parle d'un kidnapping, c'est 2 clampins qui arrivent, quoi. C'est pas une armée avec des fourgons, etc., etc. Et c'est pas filmé comme un débarquement hyper impressionnant non plus, quoi. C'est pas transporteur, let's go, la caméra qui shake toutes les 5 secondes, quoi, tu vois. Donc du coup, il y a cette idée que si t'arrives sur un film des frères Cohen, faut que tu suives, quoi. Il faut que tu suives vraiment, parce que c'est ça qui va t'apporter le jus, quoi. C'est les dialogues, c'est les persos. Où je le vois pareil de noter dans les grands noms de réal que t'as mis dans le déroulé. Oui, on peut faire une espèce de comparo. Typiquement, on est très loin de ce que fait Soderbergh avec Ocean's 11, où là c'est que des gens hyper forts dans leur domaine qui vont réussir grâce à l'entrebâillement de tout ce qui s'emboîte. Là, on crée de l'iconique, il y a le côté glamour, clinquant. J'aimerais, dans un monde parallèle, voir Ocean's 11 mais tourné par les frères Cohen. Mais ça doit être à se pisser dessus de rire, tellement que le truc part en cacahuète ever. Enfin, ça pourrait être très très marrant, tu vois. Et là où Otex a très raison de le souligner, c'est qu'il y a quand même une dimension littéraire dans toute la filmographie des frères Cohen, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a très peu d'adaptations, ce qui est vrai, mais ils se nourrissent tellement de la littérature des années 30, 40, 50 que même leur premier film Blood Simple, en vrai, si on y réfléchit 2 secondes, c'est un scénario original, hein, mais c'est totalement une adaptation du Facteur sonne toujours 2 fois, c'est exactement la même histoire, c'est un patron d'un bar qui voit son employé devenir l'amant de sa femme et embaucher quelqu'un pour les zigouiller, c'est exactement le même truc, quoi. Donc ça se ressent, c'est vrai que ça se ressent, cette inspiration littéraire, on sent bien dans les dialogues que c'est un petit peu surécrit et tout ça, il y a quelque chose un petit peu du bouquin quand on regarde des films des frères Cohen, c'est sûr. Dans le côté peut-être pour recouper avec peut-être leurs contemporains qu'il y a eu à un moment donné, ou en tout cas les gens qui sont inspirés aussi de ce cinéma-là. J'ai cité en introduction Tarantino, c'est peut-être un des plus notables pour le coup, qui est venu quasiment un tout petit peu plus tard, mais qui a aussi cette science du dialogue et du bon mot avec un côté encore une fois plus pop. Paul Thomas Anderson, là on va vers le côté un peu plus pour le coup c'est un terme que j'aime, mais cinéma plus de festival, un peu plus posé, un peu plus pour le coup cérébral, même si quand il fait Inherent Vice, qui est absolument pas son film le plus connu, mais il essaye de faire du frère Cohen à sa façon, dans le côté situation absurde qui s'enchaîne, enquête un peu dénuée de sens avec des personnages en couleur et une résolution absolument pas satisfaisante, sauf que là c'est très très chiant. Mais je pense qu'on pense à lui aussi beaucoup parce que Paul Thomas Anderson, il a ce truc de mettre tous ses films dans le passé. Pour le même résultat, pour qu'ils vieillissent un peu mieux, et ce qui est assez réussi. Peut-être pas tous, je pense que Magnolia est pas un film qui se passe dans le passé par exemple, mais bon, c'est un gimmick qui revient dans son cinéma à lui aussi. Mais je pense que l'exemple peut-être le plus connu encore aujourd'hui, en tout cas qui avait vraiment pour le coup bien fonctionné à la fois plan critique et commercial à l'époque, c'était Three Billboards, qui a justement déjà en gros point commun Frances McDormand, qui a eu son deuxième Oscar pour ça, qui se passe justement dans un endroit un petit peu paumé des États-Unis, à l'échelle assez réduite d'une ville, avec justement des personnages qui vont venir en tout cas interagir les uns avec les autres, avec une histoire qui va assez vite dégénérer, même s'il y a peut-être plus un côté sensationnel entre guillemets sur certaines scènes, un peu plus d'action entre gros guillemets, mais c'est finalement ce qu'on a eu le plus proche de cinéma des frères Cohen sur ces dernières années, quoi. Absolument, là on touche du doigt l'héritier revendiqué des frères Cohen, Martin McDonagh. C'est vraiment
le mec qui fait du cinéma à la frère Cohen. Et pas seulement ce film-là, on peut prendre Bon baiser de Bruges, on peut prendre tous ces autres films. C'est vrai que c'était lui aussi. Mais oui, bien sûr, ça se Ouais. voit terriblement que c'est du cinéma des frères Cohen. Et Three Billboards est ni plus ni moins un film hommage à Fargo. Le nombre de points communs qu'il y a entre les deux films est tel qu'on peut pas penser à l'un sans penser à l'autre. Et puis surtout, il a retenu la leçon principale de Fargo, qui est de réussir à te livrer une histoire bien écrite, au dialogue incroyable, drôle, tu vas rire forcément, mais rappelle-toi toujours que ce qui se passe dans le fond est extrêmement sérieux, quoi. Mais en fait, c'est grave. C'est ça, en fait c'est grave, tout à fait. Dernière question peut-être pour boucler, qui n'est pas dans le runner, donc je vais vous surprendre. À vous de vous offrir une conclusion. Shut the fuck up, une conclusion satisfaisante. Les frères Cohen, pop ou pas pop, Menro? Ah si, quand même pop, oui, bien sûr. Peut-être pas dans tous les films, il y en a qui sont un peu plus austères, mais dans l'ensemble, il y a quand même quelque chose de très pop, pas au sens populaire, mais au sens pop de ce que ça peut raconter, mine de rien, d'une certaine production. Au taxe. Tu me prends de court. J'ai envie de dire, là, instinctivement, j'ai envie de dire pas pop, mais pour une raison simple. C'est que je trouve que la... Bon, mais du coup, ce podcast est annulé. Voilà, il ne sera pas diffusé, tant pis. Dommage. Non, désolé mais pour vous. les limiter à la pop culture serait triste, en fait, je trouve. Je trouve que c'est des mecs qui peuvent aller un petit peu partout avec beaucoup de talent, en fait. Donc, même s'ils vont sur des thématiques souvent assez pop, parce qu'ils sont influencés par la pop culture, évidemment. Je pense au western ou des trucs comme ça. Ils sont capables de tout, en fait. Donc, ça me ferait chier de juste dire pop. Tu vois. Ça dépend les films vraiment, parce que typiquement le prochain là, Oui, Drive Away Dolls, ouais. je crois, Drive Away Dolls, oui, là on est carrément du Guy Ritchie, mais Bah, il y a même, enfin, si vous l'avez pas déjà vu, je sais pas qui l'a déjà vu ou pas encore, sur les premiers plans, vous allez penser à leur copain de Evil Dead, Sam Raimi, mais dès les premiers plans, quoi, ça va très très vite. Donc Gauthier, pop ou pas pop? Bah moi j'y ai un petit peu répondu, enfin je t'ai un peu coupé l'herbe sous le pied en début de podcast. Pour moi c'est plus encore que pop, c'est-à-dire que c'est nos grands frères, c'est nos ancêtres, ils font ni plus ni moins à leur échelle ce qu'on fait nous aujourd'hui en cultivant la pop culture, sauf que eux c'est leur pop culture de leur époque. Le seul truc qui pourrait nous faire pencher vers le non-pop, c'est de considérer que leur pop culture à eux est tombée dans le classicisme pour nous. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on y est en fait, tout bêtement. Mais ouais, enfin moi je pense qu'ils sont plus pop que pop, je pense que c'est simplement nos aînés de la pop culture et que ça a été... ça n'a pas été les premiers à cultiver ça, mais ça a été les plus emblématiques à cultiver ce truc-là. Et si on les considère comme penchant vers une forme de classicisme, c'est peut-être très positif pour nous. C'est que notre pop culture est vouée à devenir la culture classique des générations suivantes. Tant mieux. Moi, je vais dire pop pour la simple raison que quand tu arrives à faire émerger 3 films qui deviennent cultes, à savoir Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men, et encore une fois, culte, c'est pas quelque chose qui se décrète. Tu ne fais pas un film culte, n'en déplaise à certains et n'en déplaise à la façon dont le thème est parfois un peu employé, c'est la façon dont le reste justement du public et de la culture derrière arrive à s'en emparer et arrive à faire ressurgir ce qui en fait sa singularité, à la fois comment tu captures une certaine époque et comment tu vas au-delà de ça et tu arrives à faire... avoir des propos tellement universels que derrière ça perdure à travers l'époque sans jamais vieillir et en fait c'est ça, c'est que c'est fait partie de la culture avec un grand C, dans le sens où tu l'as dit très bien et je pense que c'est un peu finalement ce qui les caractérise, c'est que leur cinéma pour le coup ne vieillit pas. Et sous-estimez pas le fond du catalogue, parce qu'on est passé très rapidement par-dessus Le Grand Saut, par-dessus The Barber. On a très peu parlé de The Barber, mais pour le coup pour moi c'est un film en noir et blanc, mais c'est quasiment le plus beau en tout cas au niveau de la photographie, vraiment. Il faut aller au fond du culte. Exactement. Et même si c'est des films
que vous avez déjà vus et qui vous ont pas laissé un souvenir impérissable, revenez-y. Hein. Moi, vraiment, Le Grand Saut, je crois que c'est un de mes préférés de leur filmographie. j'avais Il y a pas du tout Paul accroché. Newman en plus dedans, c'est ultime. Il y a Anna Nicole Smith dans un petit rôle. Enfin, c'est vraiment, là, pour le coup, en termes de pop culture, c'est assez rigolo. Barton Fink, si vous l'avez jamais vu, c'est un chef-d'œuvre. Et puis, c'est une palme d'or. Donc, rien que pour, à ce titre-là, jeter un œil. Vraiment, tous leurs films, moi, j'avoue que j'aime pas des masses intolérables cruauté. C'est un truc qui me laisse un petit peu à la porte. C'est presque leur film le plus facile, quoi. C'est la comédie un peu plus classique, quoi. Je vais pas dire qu'on dirait un film des frères Farrelly parfois, mais Lady Killers aussi, hein, ça doit être un remake, ça reste aussi un film un peu pas potache. Lady Killers, je suis moins que l'humour est plus difficile à accepter, je pense, aujourd'hui, quoi. Moi j'en mets une dernière pour Inside Llewyn Davis que je l'ai pas revu depuis, mais il me laisse toujours une empreinte, ce film, un truc vraiment mélancolique, dépressif et tout. Ça donne pas du tout envie comme ça, mais il y a cette photo un peu grisâtre. C'est un film, qui est pas sépia, c'est encore autre chose. Un film d'ambiance et encore une fois visuellement assez unique. En fait, je trouve que c'est un peu ça le truc, c'est qu'ils arrivent à faire des films assez uniques les uns par rapport aux autres, alors qu'ils en ont fait 18 ensemble, on l'a dit. Je vois pas d'autres filmographies comme ça. Et puis dans Inside Llewyn Davis, il y a quand même un truc qui est iconique du cinéma des frères Cohen. Il y a un fil rouge dans le film qui est que au début, le personnage principal doit garder le chat de ses voisins. Ah ouais, il est trop mignon. Et il ouvre la porte, il laisse s'échapper le chat. Et ensuite, il va faire tout un périple à travers les États-Unis. Et pendant ce périple, il va retrouver le chat et il va s'efforcer de garder le chat et de conserver le chat parce qu'il se dit ça y est, je l'ai retrouvé et tout ça. Donc il emmène le chat en voyage à travers tous les États-Unis et il revient devant ses voisins à la fin du film et il est là trop content à dire vous inquiétez pas, il y a pas de galère, j'ai le chat. Et les voisins répondent non mais le chat il est rentré depuis longtemps. Donc il se trimballe un chat qu'il sait pas ce que c'est depuis le début. Enfin, et voilà, ça c'est très très iconique de leur manière d'écrire, évidemment. Ouais, voilà, je crois qu'on a bien fait le tour, messieurs. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous demander la question rituelle, à savoir où est-ce qu'on vous retrouve dans la vie et sur les internets, Gauthier? Moi j'ai la chance d'animer des blind tests ponctuellement dans la petite vie parisienne du blind test, et notre prochain blind test sera co-animé avec un DJ qui s'appelle Ben et que nous on connaît parce que on aime beaucoup, on va souvent à ces blind tests. Alors je t'arrête avant que tu en fasses la promo à l'heure où on enregistre. Ce blind test n'a pas eu lieu. Mais quel jour on est quel jour? A priori, on est après. Ah, c'est pas vrai. Mais si. On parle de ce blind test là. On a ouvert une feuille spatio-temporelle, mais par contre, il était vachement bien. Il était bien ce blind test, que j'ai co-animé avec Ben. Top. Voilà. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait 2 points. Bravo, félicitations. Mais voire peut-être même je sais plus. Enfin, j'ai perdu le compte. Écoute. Donc voilà, ponctuellement, j'anime des blind tests et il y a une page Facebook qui est consacré à mes blind tests qui s'appelle les blind tests pas comme les autres de Gauthier. Voilà, donc si vous voulez aller suivre cette page Facebook pour savoir quels seront les prochains thèmes et où ça va se passer, le dernier est au Longop, un bar du quartier latin, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis sinon, voilà, on a des petits plans de podcasts qui vont venir un jour ou pas, on sait pas, et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Gauthier Jurgensen et je travaille toujours comme journaliste cinéma. Et au mois de mai, on te retrouvera monter les marches, peut-être. Peut-être, je ne sais pas encore. Quel jour on est déjà? Je ne sais pas si je devrais le savoir. Ça arrive vite, je n'en sais rien. Ta valise est prête là, parce que je crois que le train il t'attend. Exactement. C'est bien ce festival. Déjà, waouh. Tu sais toute cette pression. Ouais. Non, et puis surtout, t'as bien mangé à Noël. Au taxe. Dans l'esprit de The Big Lebowski, j'ai limite envie de pas faire ma com, mais bon, les internets fonctionnent et gagnent évidemment. youtube.com/Otaxu si vous voulez vous intéresser un peu à la tech, et sinon Otaxu absolument partout sur tous les réseaux. Road to 1 million maintenant qu'on est dans le futur. On ne s'arrête jamais. Voilà. Mais non. Mais moi, je suis à mon 3e mandat, donc du coup, je suis un élu local. C'est vrai que t'avais changé la constitution. C'est 3 fois pareil. Je fais tout en 3. Je fais comme les quêtes dans Final Fantasy. Tout va par 3. Fais gaffe, t'es peut-être déjà mort, tu le sais pas. 3 fois. Donc plus sérieusement, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @Menraw, MENRAW. Voilà, j'aurai plaisir à discuter avec vous.
Eh bien, de mon côté, c'est @phlegmatique. Si vous voulez discuter, ça sera plutôt sur Blue Sky. Et si vous voulez avoir des nouvelles, ça sera plutôt sur Instagram @notphlegmatique. Parce que là, actuellement, où on est diffusé, je suis au Japon. Voilà. Il n'y a pas de délai. Donc on fait ça en direct. Ouais, ça s'est amélioré depuis Nagano. Et comment on dit je ne parle pas japonais en japonais? Sumimasen gozaimasu. Ah, je te l'ai appris 3 fois, bordel. Ouais, bon, voilà, mais Je ne t'entends plus, je passe sous un tunnel. mais dans le futur, je sais, tout va bien. Et voilà. Je et bien- suis japonais. Je suis un fils du soleil levant. J'aime beaucoup trop ce mème. Et bon, malheureusement, c'est quelque chose que je veux faire depuis au début du podcast, mais je le fais maintenant. Donc merci vraiment si vous êtes encore avec nous. Vous pouvez retrouver évidemment le Grand Podcast partout sur toutes les plateformes d'écoute qui ont votre préférence et également sur YouTube. Donc abonnez-vous, laissez-nous le max d'étoiles, un petit commentaire même, puisque oui, ça existe, figurez-vous. Et puis venez discuter directement avec nous sur les réseaux sociaux. Ce sera toujours avec grand plaisir. Le Grand Podcast est un dérivé de legrandpop.fr, qui est notre site sur lequel nous publions chaque semaine un article pop culture. À l'époque où cet épisode sera diffusé, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a forcément un truc bien qu'on a écrit. Je nous. l'ai lu, c'est vachement bien. Ouais, mais surtout celui-là. Ouais. Ouais. Mais il est même mieux que le précédent. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose, donc venez pareil nous rendre visite sur legrandpop.fr. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très vite. Continuez de regarder des films des frères Cohen, venez en discuter avec nous et on se retrouve pour un prochain épisode. On ne sait pas de quoi on va parler, mais ce sera bien, parce que vous serez là. Allez, ciao ciao. Salut les cocos. Ciao. Nobody fucks with the Jesus.